Les Maîtres de l'Horreur, saison 2, épisode 7, La guerre des sexes, The Screwfly Solution, de Joe Dante. Un virus s'est abattu sur les États-Unis, transformant tous les hommes contaminés en tueurs psychopathes s'attaquant à toutes les femmes. Une mère de famille et sa fille décident de s'enfuir, mais comment pourront-elles échapper à la folie meurtrière de tous les hommes ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à Lenny, à Daffy, à Georges, à Greta et à tous nos amis. Je suis Thibaut Turca, bienvenue dans les Maîtres de l'Horreur, un nouvel épisode, on continue cette avancée dans la saison 2 de cette série, et je suis ici avec Jérôme Bouvier. Salut à tous, salut les amis, ça fait plaisir de se retrouver là, c'est tellement bien. Entouré T'es très bien réveillé, entouré toi, de bons amis, entouré de petites créatures. Et du coup, excuse-moi, les Gremlins, ils sont intenables aujourd'hui. Voilà, ils n'arrêtent pas, mais bon, on va continuer, et on va commencer, et on va accueillir notre invité. J'ai envie de dire, perdons pas de temps, parce que t'as même pas envie de te présenter, de te dire aux auditeurs comment tu vas, comment va ta vie, que t'as un moyen métrage qui sort le 11 novembre. Je n'osais pas en parler, je me suis dit, est-ce qu'il va me laisser en parler ? J'ai effectivement un nouveau court-métrage qui sort de 50 minutes, qui s'appelle Soleil de plomb. Court-métrage orienté action, 70s, 80s, 90s, j'ai fait un grand melting pot. Il y a un côté Poliziotteschi italien, il y a un côté polar action de la Canon, un peu PM Entertainment, pour ceux qui voient un peu de quoi je parle. En tout cas, voilà, il y a de la castagne, il y a du fight, il y a de la cruauté, il y a de la méchanceté, et il y a de l'humour, des petites touches d'humour un peu absurdes. Donc voilà, ça sort le 11 novembre à 11h, jour férié, pile poil, c'est parfait. Comme ça, si vous savez pas quoi faire ce jour-là parce qu'il pleut, et ben vous pourrez regarder Soleil de plomb sur YouTube. Bah écoute Jérôme, on ira voir ça avec plaisir, je fais genre je n'ai rien à voir avec ce film, que je ne suis pas du tout le monteur, je suis très curieux de voir ce film. En tout cas, ça me fait grand plaisir parce qu'aujourd'hui on accueille quelqu'un qui ne prend pas un jour férié parce qu'il est très occupé sur de multiples projets dont j'espère il va nous parler un peu plus en détail. Quelqu'un que je connais depuis... ça va faire mal dans la gueule, on va prendre un sacré coup de pelle, mais bientôt 20 ans. Hein. Je travaillais pour DVD-Rama, cet homme avait sorti un court-métrage qui s'appelait Sinistra, et je tenais vite fait la rubrique court-métrage de DVD-Rama en tant que stagiaire volontaire à cette époque-là, et je l'avais interviewé, et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais gardé son contact pendant des années, j'avais réussi à l'interviewer plus tard pour le podcast Any Given Film, et il m'a donné une opportunité en or, un rêve, vraiment un rêve d'enfant, de non seulement assister à un tournage professionnel, un tournage en plus de film d'horreur, mais en plus de réaliser le making-of, qui, voilà, moi, les making-of, les documentaires, tous les bonus qu'on trouve sur les DVD Blu-ray, c'est un peu comme ça que j'ai grandi et que j'ai appris le cinéma. Et du coup, j'ai pu passer derrière la caméra d'un making-of pour le suivre réaliser son deuxième long métrage, qui est sorti depuis, après de nombreuses aventures dont il nous parlera, j'espère. Donc ce réalisateur, cet homme, cet ami, et finalement l'homme grâce à qui j'ai commencé aussi à faire des films, hein, parce que c'est suite à l'impulsion d'être sur son tournage qu'on s'est dit avec mon coréal, partons à l'aventure avec les vilains. Cet homme-là, c'est Talal Selami. J'ai versé ma petite larme. Tu devrais écrire des des introductions pour les cérémonies des Césars, par exemple. Ça serait peut-être mieux. On sait jamais. Non, mais merci beaucoup pour cette intro. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très cool. Bah Thibaut, tu connais, tu sais tout le respect que j'ai pour toi. Effectivement, là, ça fait. Oui, non, c'est sincère. Hein, c'est pas des conneries. Ça fait 20 ans, et puis même si on se voit pas beaucoup, à chaque fois qu'on se reparle ou qu'on se revoit, c'est comme si on continuait une histoire, en fait, voilà, que il y a un petit Previous Leon, et puis on raccroche les wagons. Donc voilà, je suis très content d'être avec vous, puis j'ai envie de faire ta connaissance, Jérôme, aussi, pour l'instant virtuellement, hein, parce qu'on ne se voit pas, hein, que les auditeurs le sachent, que c'est de l'esbrouf, tout ça, voilà. Alors eux deux, ils sont ensemble, mais moi, je suis loin. Voilà, on va dire. Tout à fait, parce que les gens qu'on aimerait voir le plus souvent
ne sont pas les gens qui nous accompagnent au quotidien. Donc moi, j'ai en face un homme que j'aimerais ne pas voir autant que je le vois, et pourtant, je me le tape semaine après semaine. Depuis un an, quasiment. Depuis quasiment un an aussi. C'est un enfer. Non, honnêtement, t'as l'âge, je te jure. C'est un enfer pour Thibaut de venir chez moi, il n'en peut plus. Je le sais. Surtout toutes les galères de transport pour venir. Bon, on va pas emmerder les auditeurs avec ça, on s'en fout. L'Eure-et-Loire, quand même. L'Eure-et-Loire. C'est compliqué. C'est la campagne. On salue la région Eure-et-Loire. Et il y a beaucoup de choses à dire. En fait, moi, c'est un des premiers invités auxquels j'ai pensé quand on s'est dit on va faire une saison 2 et donc là c'est un épisode sur Joe Dante qu'on a abordé en long et en large pendant 3 heures dans la saison 1, donc on s'est dit forcément il faut varier le débat, et surtout tu as fait du podcast, tu as aussi co-animé le Pifcast pendant des années, qui malheureusement s'est arrêté il y a quelques années. Le Pifcast d'ailleurs, je mentionne, qui a fait l'un des entretiens fleuve qui me passionne, que je réécoute honnêtement je pense une fois par an, qui est l'interview de Nicolas Boukrieff, et c'est un entretien que je trouve absolument passionnant, en plus des autres épisodes que vous faisiez. Et du coup, la première question, comment de réalisateur tu arrivais à faire du podcast ? Est-ce que tu aimais faire du podcast ? Est-ce que tu aimais partager ta passion à travers ce média ? Si on m'a jamais posé cette question, c'est très intéressant. Je crois que en fait c'est lié en fait avec le métier, ou en tout cas avec ma perception du métier de réalisateur. C'est-à-dire que le podcast ou le journalisme, hein, j'en ai fait aussi un petit peu à une époque. C'est partager en fait quelque chose, partager une passion, partager un genre, partager des vibrations, tu vois. Et je crois le podcast finalement c'est pas si surprenant en fait que des gens qui font des films, qui écrivent des livres, qui je sais pas, peignent des tableaux en fait, peut-être c'est moins fréquent ça, se mettent à faire des émissions de podcast pour parler aux gens de leur métier, de leur passion, parce que c'est connecté quoi. Je pense que de la même façon aussi que t'as des journalistes qui se retrouvent aussi parfois à faire des films, non pas que tous les podcasteurs soient des journalistes, mais il y en a aussi. Donc ouais, non, je pense que ça vient de ça, et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. C'est quand Cyril Despletin, donc le boss, le big boss du PIF, donc le festival Paris International Fantastic Film Festival, m'avait proposé de rejoindre leur équipe, parce que leur équipe avait déroulé déjà, je crois, depuis 1 an ou 2. En fait, il y avait Fausto Fazulov, donc qui était le rédac chef de Mad Movies, qui qui avait décidé d'arrêter le Pifcast, et il cherchait un 4e larron. Je leur ai dit, quand Cyril m'a proposé ça, j'ai dit c'est génial, ça avec grand plaisir, parce que je suis et en plus surtout à l'époque un gros bouffeur de podcasts, et rejoindre l'équipe du Pifcast, en plus que j'écoutais déjà pas mal, c'était le pied. Et puis je crois qu'on a passé à peu près 4 ans, peut-être 5 ans, je sais plus, à peu près dans ces eaux-là. On a enregistré pas mal de numéros, surtout qu'on est passé dans une rythmique d'une émission toutes les 2 semaines. Et puis plus on avançait, plus les émissions étaient denses. Donc c'était une grosse partie de ma vie, de très beaux souvenirs, ou parmi mes plus beaux souvenirs de cinéphile que j'ai pu passer avec mes collègues du Pifcast, qui me manquent beaucoup, tout comme l'émission d'ailleurs. Je vous rassure, je les vois de temps en temps, mais en tout cas, ces échanges qu'on avait entre nous, ce que vous faites, vous aussi, par la même occasion, Thibaut et Jérôme, à vous retrouver autour d'un micro pour parler de ce que vous aimez, c'est des moments précieux. De toute façon, c'est parti de là, à chaque fois. Un podcast, ça part de discussions entre amis, vraiment passionnés, c'est des gens qui échangent, et qui un jour se disent tiens, on va mettre un micro au milieu de la table. Et puis voilà, et puis c'est parti. C'est parti comme ça. Toi et moi, c'est venu comme ça. Un Bien jour, sûr, on s'est dit... On va regarder la plus grande série Exactement. jamais faite. Les Maîtres de l'horreur. Et ça va ramener des milliards d'auditeurs qui connaissent cette série. Mais... non, pardon, oui, t'allais dire. Non, mais en fait, je suis en train de penser à tous ces moments qu'on passait aussi dans mon propre podcast, parce que si Thibaut avait le sien, moi j'avais le mien. Et Thibaut venait régulièrement participer à mon émission. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les deux à être toujours sur la même longueur d'onde, à chaque fois systématiquement sur les choix de films. J'avais pas besoin de batailler avec mes comparses habituels pour leur dire venez, on va se faire que des films de monstres, de créatures aquatiques, etc. Thibaut, lui, il est arrivé en mode open bar, quoi. On fait tout ça, on fait des trucs, on fait des films d'apocalypse, on fait des films de monstres, on fait des films de... Enfin, c'était génial, quoi. On a fait les polars, on a fait les Max Pécasse, on a fait des choses que jamais je n'aurais pu faire avec mes comparses de Podsac. C'était inimaginable de faire du Max Pécasse avec les copains, quoi. Sauf avec Thibaut. Ouais, non, mais je comprends complètement. Puis nous, enfin, moi, je les connaissais un petit peu dans le privé, certains, beaucoup, même, par exemple, Cyril Despletin et Laurent Duroche. Et les autres, j'ai appris à les connaître justement en faisant cette émission. Et c'est différent parce que là, si tu veux, c'était déjà un groupe uni, quoi. C'était des gens qui travaillaient ensemble depuis un petit moment.
Donc au début, même pour moi qui ai l'habitude de faire des trucs de promo, tout ça pour mon travail, bah, je me suis retrouvé assez vraiment intimidé par ces gens qui se connaissaient très bien. Et ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment tout à leur honneur, on va dire, c'est qu'ils ont été hyper cool. Alors c'est Xavier Collomb qui s'occupait de l'émission avec Véro, mais surtout Xavier qui s'occupait de tout ce qui était montage et mixage, tout ça. Finalement il me coupait très peu. Il me coupait bien sûr parce que je disais des conneries parfois, mais pas tant que ça en fait. Donc voilà, c'était un truc assez fair. Voilà, donc je leur fais des bisous tous si jamais un jour ils écoutent. Voilà. On est parti sur le Pifcast parce que ça me faisait plaisir de le mentionner et surtout que les épisodes sont encore en ligne. Mais avant tout, évidemment, tu es réalisateur. Tu as réalisé le film Mirage, tu as réalisé le film Ashura qui est disponible maintenant tout de suite partout où vous pouvez trouver des Blu-ray chez Le Chat qui fume. Mais tu as une filmographie et des envies très liées au genre horrifique, au genre fantastique. Que ça soit ton court-métrage Sinistra où tu me parlais déjà du long-métrage Tales from the Dark Side, qui, mine de rien, relie les maîtres de l'horreur aussi, hein, parce que film anthologique, les contes de la crypte, etc. Enfin, tout ça est lié, John finalement. Harrison, Creepshow, Tales of the Dark Side, c'est tout lié, hein, tout se lie. Hein. C'est ce qu'on aime en fait découvrir avec nos invités, c'est pourquoi le cinéma de genre, tu penses, a pris autant de place dans ta vie, et pourquoi tu veux raconter des histoires qui se déroulent dans ce milieu fantastique, horrifique. Bah, sans retourner vraiment à la source, mais je pense qu'il y a beaucoup de l'enfant qui va se servir de l'imaginaire, des mondes imaginaires pour nourrir son univers et puis trouver de la compagnie hein, aussi. Je pense que ça s'est beaucoup joué comme ça pour beaucoup d'entre nous. Et donc du coup, bah la télévision, hein, forcément. T'as cité les émissions, les séries anthologiques. Bah, il y avait les Contes de la Crypte que j'ai découvert très jeune, mais aussi tout le cinéma fantastique avec bien sûr moi je suis né dans les années 80 donc tout ce qui est Freddy par exemple je me suis pris en plein dans la gueule quoi et puis sinon, l'avènement du cinéma de Spielberg c'est pareil si tu veux c'est dans les années 80 que ça a dépassé toutes les frontières avec la VHS notamment les diffusions télé ce genre de choses donc ça, ouais, je suis comme beaucoup de gens de ma génération un produit de cette époque-là et puis quand il fallait s'exprimer, en fait c'était mon seul moyen d'expression, c'est de parler et m'exprimer à travers l'imaginaire. Le fantastique, c'est par essence voilà de la création de monde ou de distorsion de notre réalité et ça c'est un kiff parce que ça on en reparlera beaucoup peut-être après même en parlant de Joe Dante plus tard mais c'est le fantastique ça t'offre justement une vision du monde qui est peut-être plus réel que le monde réel. Alors, je sais pas si je suis clair en disant ça, mais je pense parler de quelque chose de façon détournée, parfois on peut être plus clair que si on le traitera de façon frontale. Que ce soit quand on s'adresse à quelqu'un, sans parler même de fantastique, ou que quand on crée une œuvre en fait. C'est la métaphore, c'est une arme formidable. Voilà, donc c'est puis la fascination, bon bien sûr, d'une certaine façon le morbide qui est comme pour beaucoup aussi une façon de combattre la mort en fait. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que je te rejoins totalement dans ce que tu fais comme analyse, et c'est vrai que dans mon idée de cinéma fantastique, je me dis comment ça se fait que quand j'étais gamin, j'aimais autant ça, et j'aimais le transgresser, parce que c'était toujours un cinéma interdit, un cinéma violent, un cinéma qui faisait peur, interdit au moins de 12 ans, 13 ans, etc. Et Moins de 18 ans. Terrifier 3 maintenant en salle. Voilà, moi je me suis dit, tiens, comment ça se fait que ça m'ait autant porté comme ça? Mais en fait, c'est vrai que ça rejoint un petit peu l'enfance avec le conte, quand on raconte le soir, ces histoires pendant les veillées, où on te raconte une histoire pour t'endormir, et ça joue un petit peu de cette façon dans ton imaginaire, et il y a aussi le fait que le cinéma d'épouvante, le cinéma d'angoisse, porte les limites plus loin que le monde réel, je trouve à mon sens, c'est-à-dire que on traite de faits de société par le prisme du fantastique pour porter le sujet encore plus loin hors de ses frontières, et ça permet de créer plus de débats, plus de discussions autour, et je trouve ça vraiment passionnant parce que le cinéma fantastique en fait transgresse les limites, va au-delà du mur, va au-delà de ces choses très concrètes, très ancrées dans la réalité dans laquelle on est coincé tous les jours. Moi personnellement j'ai un travail qui me fait confronter la mort régulièrement, et je sais que, non mais c'est vrai, Thibaut le sait, il sait dans quoi je travaille, c'est un domaine quand même pas très marrant, pas très folklore, là on fait des missions, je viens de me taper des dossiers compliqués, etc., et toujours en rapport avec les décès, etc. C'est très dur, et
le cinéma d'horreur, le cinéma d'épouvante, le cinéma fantastique me permet justement de visualiser les choses de façon différente, de pouvoir me transporter dans un monde qui est un petit peu décalé, un peu en parallèle. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours préféré le fantastique à l'heroic fantasy ou à la science-fiction pure, parce que c'est des mondes complètement créés, complètement imaginaires. Et moi, j'ai besoin toujours de voir le réel qui glisse petit à petit hors de la réalité. Et j'ai vraiment une grande appétence pour ça, et j'apprécie énormément le cinéma d'épouvante pour ça, quoi. Oui, non, mais t'as complètement raison, et je pense que tu parlais de ces moments durs que tu peux vivre au travail, et que le cinéma fantastique en lui-même va te permettre de dépasser, en fait, va te permettre de dépasser ton quotidien. Je pense que ça explique aussi pourquoi, c'est symptomatique de tout le monde, du monde entier, parce que la peur est universelle, je le répète souvent, et c'est pas un hasard que dans les périodes troubles, c'est les périodes où le cinéma fantastique marche le mieux auprès du grand public. Bah regardons cette année, hein. Bah oui. 2024, depuis 1 ou 2 mois, c'est incroyable ce qu'on voit. L'actualité est très violente et le cinéma d'épouvante est extrêmement violent aussi. Disons, on va dire que c'est la petite récompense de périodes très compliquées. Voilà. Le petit souci qu'on a, c'est d'avoir des bons films. Après, voilà, on n'a peut-être pas encore une autre Carpenter de notre époque, par exemple, pour ne citer que lui. Mais peut-être qu'il est là et qu'on le voit pas encore, et peut-être qu'il va arriver. Mais c'est sûr que, voilà, en tout cas, dans l'histoire du cinéma américain, les périodes troubles, ça a donné des chefs-d'œuvre intemporels, quoi. Oui, le post-Vietnam, etc. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je sais pas si je le mettrais au niveau de Carpenter, on ne sait pas encore, attendons 10 ans, mais Jordan Peele est en train de se construire une petite filmographie très très intéressante qui reflète la société tout en étant des histoires de genre qui ne se cachent pas, et je sais que tu es très friand aussi de ces films. Ah oui, j'adore ces films, j'adore son cinéma, et d'autant plus les 2 derniers, je les trouve vraiment fascinants, même si le premier est très très bien déjà, mais oui, clairement. Ouais, et puis on retrouve chez Jordan Peele peut-être un héritage de Joe Dante, ou même certainement, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu Jordan Peele tel qu'on le connaît s'il n'y avait pas eu Joe Dante avant, tu vois, par exemple. Et il y en a d'autres, Ari Aster, on n'aime pas, je pense que c'est avec le recul qu'on prendra peut-être à un moment donné, on se dira, ah ouais, c'est un mec finalement qui parlait d'une certaine Amérique. Alors peut-être pas la grande Amérique, c'était peut-être pas aussi évident que, tu vois, la division démocrate républicain, comme on pouvait le voir peut-être dans les années 80. Là, non, ça parle d'autre chose, tu vois. En tout cas, que peu importe qui est ce successeur, ou quels sont ces successeurs de Carpenter et autres, en tout cas, on peut pas nier le fait qu'on a le choix aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. Pour ce cinéma-là aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Il y a du slasher, il y a du cinéma cérébral, il y a du fantôme de studio. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, et même dans le reste du monde. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le cinéma s'est démocratisé par-delà les frontières, et c'est le cas tu vois, moi j'ai pu bosser aussi grâce à ça, mes films, je les ai pu les faire entre le Maroc et la France, parce que il y a une sorte de brèche qui s'est ouverte, déjà à l'époque, quand moi j'ai commencé, et qui aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus ouvert. Alors le grand public, ça lui tombe pas tout cuit dans la bouche, mais tu peux avoir du cinéma malaisien, d'horreur, du cinéma indien, du cinéma même d'Arabie Saoudite, beaucoup de cinéma d'Amérique du Sud. On en avait déjà un peu, mais là il y a une vraie vague de cinéastes qui arrive. Et ça, c'est après que les Espagnols, les Japonais, les Hongkongais soient arrivés. C'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a un truc qui se passe où on commence à avoir des multiples témoignages du monde, en fait. Alors peut-être que le futur Carpenter, pour reprendre encore cet exemple, ne viendra pas des États-Unis cette fois, mais d'ailleurs. Effectivement, et en plus on voit avec le panel de ce que l'on a en SVOD, avec Shadows notamment, qui propose plein de films qui viennent de plein d'horizons différents, de plein de nationalités. On a des films qui viennent d'Amérique latine, qui viennent du continent arabe. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment fascinants, ce qui me permet des fois de voir des films, des surprises, d'avoir des chocs, et des choses que l'on n'aurait jamais pu penser voir, et surtout des films en plus qui abordent des thématiques que l'on n'aurait jamais pu penser que ces pays-là aborderaient. Moi, j'ai eu des grandes surprises venant de certains cinémas indiens qui abordent des sujets sur le transgenre, etc. Il y a eu pas mal de choses comme ça qui sont très fascinantes. Voilà, moi, je trouve ça vraiment très bien. Et ça, c'est grâce à la VOD aujourd'hui. Chose qu'on n'avait pas, effectivement, il y a plusieurs années. Donc voilà. Oui. Disons que tu retrouvais dans ton vidéoclub, tu retrouvais surtout des films américains à l'époque. Et déjà, ce qui était déjà énorme, parce que
Vous voyez, rien qu'avec les jaquettes, tu voyageais, t'avais l'impression de voyager aux quatre coins du monde. Et là, effectivement, grâce à des plateformes un peu indépendantes, on va dire comme Shadows, je profite pour faire un bisou à Aurélien Zimmerman et Laurent Duroche qui bossent tous les deux là-bas et qui font un super travail. Parce que justement, ils vont dénicher des films dans des festivals. Et en fait, on a une programmation de festivals sur Shadows. Alors, quand il s'agit des nouveautés, alors tu as du catalogue, et pour le coup, il y a des films que tu ne trouveras pas ailleurs. Et tu as des films de marché. En fait, c'est ces films-là qui vont à Cannes pendant le festival de Cannes en parallèle, pendant le marché du film, et tu vas avoir plein de films des quatre coins du monde qui vont être montrés à des distributeurs pour être achetés. Et donc, des gens comme Shadows, se vont à Cannes pendant le festival, pendant le marché, pour faire leurs courses. Ils vont à Sitges après, au festival du Sitges, donc en Catalogne, en Espagne. Ouais, c'est cool. C'est du taf, ça. C'est du taf, et c'est du taf d'aller chercher les ayants droit qui sont pas forcément à pignon sur rue, mais qu'il faut aller chercher, qui sont parfois aux États-Unis, parfois en Amérique du Sud. C'est un métier, je pense, passionnant, et je pense qu'ils le font vraiment avec de la passion, et ça se voit parce que voilà, je pense que petit à petit, ça peut devenir le Shudder européen, en tout cas ce que je leur souhaite, parce qu'on n'a pas Shudder partout en Europe, hein. Donc Shudder, c'est là l'équivalent, la plateforme de films d'horreur aux États-Unis, qui appartient toujours à AMC. Je sais plus si ça appartient toujours à AMC, mais c'est donc le groupe le réseau d'exploitation, donc AMC aux États-Unis. Et donc, ouais, donc on a Shadows en France, et je pense qu'on a de la chance d'avoir une plateforme comme ça. Oui, Shadow, c'est leur line-up est incroyable. C'est vrai on oublie parfois de mentionner que la plupart des films qu'on aborde dans le podcast sont disponibles. Rien que la semaine dernière avec Dario Argento et Jess, il y avait Les Démons, il y avait un Michele Soavi dessus. Donc les films sont majoritairement disponibles sur Shadows. Comme tu dis, il n'y a pas ce truc c'est la version French Wish de Shudder, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai line-up, il y a même des courts-métrages, il y a des exclus, il y a des films méconnus, là j'ai vu récemment, il y a Bad Milo, qui est un film que j'aime beaucoup, une comédie d'horreur totalement méconnue avec Ken Marino, qui est dessus, et on embrasse par la même occasion aussi Aurélien et toute l'équipe de Shadows, parce qu'ils font un travail assez incroyable, et tu as mentionné Sitges, et c'est drôle parce que ça relie aussi forcément aux films que tu as déjà fait et qui sont visibles. Alors Mirage, c'est un peu compliqué d'en parler parce que malheureusement il est pas vraiment visible pour les spectateurs, mais Ashura était à Sitges et Ashura est sorti chez le Chat qui fume après une longue période de gestation. Donc moi j'ai eu la chance, comme j'ai dit, d'assister au tournage. Il y a mon journal de bord sur le Blu-ray, et je remercie d'ailleurs toutes les critiques en ligne qui ont mentionné les bonus, et j'ai lu quelques critiques et tests du Blu-ray, donc ça fait forcément plaisir, parce que c'est un journal de bord assez intime qui montre Talal au jour le jour, j'ai envie de dire, semaine après semaine, et toute l'équipe faire son film surtout. Mais oui, Ashura, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience de faire un film franco-marocain sur une légende marocaine, sur une fête religieuse marocaine en plus, et tout le chemin, alors forcément tu vas pas refaire ton interview d'1 heure, tu Blu-ray en 5 minutes, mais qu'est-ce que ça t'a fait de le voir justement par exemple à Sitges, qui est un festival que j'imagine tu suivais avant? Je reviens rapido sur tous les bonus que t'as fait. Et donc, je te remercie encore, et là t'as ma reconnaissance éternelle. J'ai d'ailleurs gravé ton visage sur le mur de ma chambre. Non, c'est pas vrai. Oui, et c'est en vrai, oui, c'est ce que je dis souvent à des potes certains à qui j'ai donné le Blu-ray, c'est des copains, voilà, ou des gens qui ont participé au film. Je leur dis, regardez les bonus, ils sont mieux que le film. Je le pense vraiment. Non, c'est en fait, et ça va rejoindre un peu ta question en fait. Pour moi, c'est un cas d'école dans le sens où il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le film. En fait, les erreurs d'un jeune producteur réalisateur, et donc j'en parle parce que c'est une partie du problème. Ou c'était en tout cas une partie du problème. Et on voit pas tout dans ton making of parce que ça retrace principalement un petit bout de la prépa, il me semble, et surtout le tournage. Mais en vrai, tu aurais dû passer les 3 années qui ont suivi après avec moi, et là, tu aurais eu peut-être mieux que le meilleur striptease, quoi. Ah putain, on aurait eu Lost in La Mancha, Lost in Casa, putain, j'aurais été oscarisé là. Oui, sauf que dans le style La Mancha, il le fait pas son film, enfin, il le fait plus tard, mais et que là, on l'a fait, et si tu veux, elle est là la fierté. Et pour répondre à ta question de Sitges, ouais, c'était un panard de fou, parce que c'était un festival qui m'a vu grandir
J'y avais été donc pour mon dernier court-métrage, j'avais été pour mon premier long-métrage Mirage, et donc présenter ce film-là qui a été vraiment fait avec de la sueur et du sang et beaucoup de larmes. C'est le voir dans la salle principale, l'auditorium de Sitges. C'était quelque chose, ouais. C'était une petite émotion. Et puis on a gagné un petit prix aussi là-bas, donc ça aussi c'est pas rien. Donc ça nous a permis aussi de nous dire, bah voilà, en tout cas moi de me dire, ok, bah t'en as chié des vues, mais ça vaut le coup en fait. C'est qu'une forme d'ingratitude en fait, avec des petits moments de gratitude en fait. Tu vas manger des cuillères de caca pendant plusieurs mois à toutes les étapes en fait de la fabrication de ton film, de partir du moment où t'écris jusqu'au moment où t'essayes de le faire vivre. Mais t'as des moments magiques qui sont chacun après prend son pied dans un moment particulier de la fabrication d'un film. Il y en a c'est l'écriture, d'autres c'est le tournage, d'autres c'est la post-prod. Moi c'est le tournage par exemple. Et je pense que c'est ça aussi en tout cas j'espère qu'il se voit dans le making of que t'as mis en scène. Donc ouais, pour répondre à ta question initiale, c'était une belle récompense, Sitges. Et il y en a eu d'autres, mais Sitges, c'est vrai que c'est un moment particulier dans la vie de ce film, quoi. Moi, je sais pas, j'ai le sentiment, des fois, que quand on réalise un film, ça doit être un incroyable bonheur de voir son film projeté en festival avec une ambiance quand même propre à ces festivals-là, qui sont des ambiances assez folles, où les gens sont vraiment là pour ça. Ils sont là pour savourer un spectacle horrifique, d'épouvante, et c'est vraiment un public d'aficionados, mais qui sont là vraiment pour participer au plaisir qu'a le réalisateur d'avoir fait ce film. Tu vois, il y a une sorte de symbiose qui se crée, je pense, dans la salle, dans ce genre de projet. Et en plus de ça, je me dis aussi des fois, en tant que réalisateur, je pense que ça doit être kiffant de voir son film sortir dans une belle édition. Parce que quand tu vois quand même qu'il y a beaucoup de films, parfois obscurs, qui sortent dans des éditions pourries, assez tristes, et que l'on voit par contre, voilà, ce film Hachoura sortir chez un bel éditeur indépendant, qui est peut-être un des rares éditeurs indépendants français à avoir vraiment une ligne éditoriale fixe, avec une identité visuelle fixe, et franchement, chapeau à Stéphane Bouillet et son acolyte pour créer une telle belle ligne comme ça, parce que je trouve que moi, Thibaut, il en est témoin, on est dans ma pièce cinéma, il y a toute la collection des Shaki Films qui sont à sa gauche. Voilà, donc en fait, il y a vraiment une vraie identité, et ça fait plaisir de voir cet objet, ça fait plaisir de voir ce coffret, qui est quand même de toute beauté, parce que déjà rien que l'affiche, elle est sublime, je la trouve sublime. Moi qui suis un grand collectionneur d'affiches de cinéma, punaise, je te jure, Talal, j'aimerais trop avoir l'affiche de ce film chez moi. Rejoindre, tu vois, actuellement, il y a celle de Possession de Zulowski et de Maximum Overdrive de Stephen King. Mais franchement, mais voilà, j'ai eu celle de Thibaut des Vilains, je veux celle d'Hachoura, moi je vous le dis, chapeau auditeur, hein, je vais le harceler. Non, mais le visuel est incroyable, et le visuel de ce coffret est superbe. Il y a plusieurs anecdotes. En tout cas, il y en a deux par rapport à ce que tu dis. C'est donc le visuel. Il est fait par Alexis Briclot, donc c'est un de mes meilleurs amis, donc qui est un grand illustrateur en fait, qui illustre beaucoup pour Magic, qui a créé des personnages apparemment assez emblématiques. Alors, je joue pas Magic, hein, honte à moi, mais apparemment il a créé vraiment des figures de l'univers Magic, et il bosse aussi chez Marvel Studios, donc il s'occupe de faire des concepts pour les films Marvel. Donc Alexis, avec qui je partageais des bureaux à une certaine époque, un sorte d'atelier d'artiste que j'occupais, me dit, il voyait que j'étais j'étais pas loin de la fin de la fabrication du film, et il me disait, écoute, moi j'ai un peu de temps, si tu veux, je t'aide, je te fais une affiche. Voilà. Et au début, je me disais, oh, sérieusement Alexis, t'as peut-être d'autres chats à fouetter, non, que de faire une affiche pour mon film. Et il m'a dit, non, justement, là, ça tombe bien. Donc, il m'a fait une affiche. J'ai filé deux, trois photos. En fait, et à partir de ces photos, il a construit un truc. Et pour te dire, c'est vraiment un taf, quoi. Il est parti d'une inspiration très drosposienne, on va dire. Drospozane, Indiana Jones, Retour vers le futur, Star Wars, voilà, toutes ces affiches qui ont bercé les enfants des années 80. Et donc il a créé ce truc-là qui était magnifique aussi à mon sens, je trouve, et qui parfois était très embêtant pour certains distributeurs dans certains pays. Donc le film est sorti dans beaucoup de pays, et certains distributeurs ont changé l'affiche en fait, tout simplement parce qu'ils savaient pas quoi faire de ça, parce que le marketing, ça répond, il faut que ça rentre dans des cases. Quand tu montes cette affiche, quel film tu vends? Est-ce que tu vends un film de monstres? Est-ce que tu vends un film avec des enfants? Donc tu t'es retrouvé dans des pays, par exemple comme le Japon, quand le film est sorti en Blu-ray au Japon, il y a une autre créature et une autre petite fille qui n'a rien à voir avec le film. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le film est une suite au Japon d'un autre film.
Ah, c'est qui a génial. rien à voir. Ah, Strictement rien à voir. c'est comme les Evil Dead en Italie, ils ont fait la Casa Due, puis après il y a eu d'autres films qu'ils ont rapatriés dans le giron de la saga Evil Dead, alors qu'en fait ils ont strictement rien à voir, et ils ont appelé ça la Casa Tre, Quattro et Cinque. C'est un film qui s'appelle Dark Song, qui date de 2016, qui est un film, je crois, irlandais, réalisé par un mec très talentueux qui s'appelle Liam Gaving. Et voilà, ceux qui n'ont pas vu Dark Song, c'est une vraie pépite. C'est Alexandre Bustier et Julien Maury qui m'en avaient parlé à l'époque. Pur hasard, 2 ans, 3 ans après, je découvre que c'est la suite, donc que Ashura s'appelle pas Dark Song 2, parce que même son film avait changé de nom et avait une autre affiche. Voilà, donc c'est ce truc de distributeur, comme on pouvait y avoir à l'époque du bis italien, où t'avais, je sais pas, Zombie 2 qui n'avait rien à voir avec Zombie 1, tu vois, par exemple, de Romero. Tu vois. Donc voilà, donc ça c'est la première anecdote sur l'affiche. Et la deuxième anecdote, c'est donc Stéphane Bouillet. Je vois que donc le film était chez Orange et je voyais que bah à Orange se pressait pas pour le sortir et donc je commençais à m'impatienter et j'ai dit à Stéphane, je lui ai dit bah Steph, et c'est Stéphane en privé, t'aurais pas un distributeur par hasard à me recommander pour de la vidéo? Il me dit mais pourquoi tu me demandes pas à moi? Bah non, non, Stéphane, tu fais du classique italien, des films un petit peu olé olé, tout ça. Qu'est-ce que tu t'en fous d'un film de monstre marocain, franchement? Mais oh, ça peut m'intéresser. Genre, j'ai envoyé le film et puis il m'a rappelé le lendemain. Il m'a dit bah c'est bon, je le sors. Tu vois, mais aussi simple que ça, quoi. De dire que justement le mot indépendant n'a peut-être pas autant de sens que chez Stéphane Bouillet en fait pour les chats qui fument quoi. Et donc reconnaissance éternelle. Mais il avait fait aussi le 3615 Code Père Noël de René Manzor. Dont on va parler Et la oui, semaine prochaine, exactement. spoiler, puisque René sera notre invité la semaine prochaine. On va beaucoup parler justement de son édition Le Chat qui fume, où tu apparais aussi. Décidément, on est liés au Chat qui fume, toi et moi, en fait. Tous les deux, nous sommes liés au Chat qui fume. On a chacun fait un module pour Sauf leurs que moi, je éditions l'avais Blu-ray. vu à l'époque de sa sortie. Oui. Le Oui, bonus que tu merci. avais fait. C'est adorable. C'était même présent pour le film. C'est sympathique. sympa, les potes. Hein. J'ai mis juste un peu 3 ans pour le... 3 ans pour le journal de bord. Hein. 3 ans en pote. VOD, ouais. 3 mots au Maroc, ils s'en foutaient, ce que je foutais là-bas, quoi. Non, je m'en foutais pas du tout, c'est pas vrai ça, parce que je trouvais ça très très cool, je trouvais ça génial. Et je crois bien, il était pas en ligne, les amis, sur YouTube, le journal de bord? En fait, à l'époque, on faisait un journal de bord un peu lié à une campagne de crowdfunding. Ah, c'est ça. Et du coup, je montais un peu sur le qui-vive, semaine après semaine, un journal de bord. Enfin, quand elle allait venir en me disant bon, est-ce que t'as encore les rushs? Est-ce que le disque dur est pas cassé? Je lui ai dit évidemment que non, j'ai les rushs, j'attends que ça, quoi, de monter le vrai making of, parce que pour moi c'était des petits modules de 4-5 minutes qu'on faisait, quoi. Et du coup, c'était un bonheur de se replonger dans les rushs du tournage du film, qui est en plus un film qui est arrivé, voilà, il a été tourné en 2015. Et à cette époque-là, c'était avant la résurgence de Stephen King au cinéma et des aventures, disons, de jeunes enfants, Stranger Things 80s, le revival que ça va amener. Et en fait, c'est drôle de voir Ashura aussi dans cette vibe-là, parce que Talal avait senti le truc quelque part. Et cette bande d'enfants qui grandit, très influencée de ça, hein, qui grandit et qui a un trauma lié à un passé nébuleux, lié à une créature. Enfin, c'est un film qui abat ses cartes petit à petit, je dirais. Moi, c'est ce que j'aime dans Ashura, c'est à la fois un film de légende et de monstre, mais en fait, ça se déroule pas vraiment comme tu t'y attends, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les personnages, beaucoup de noirceur parmi leur passé, etc. D'où est venue un peu la genèse un peu de Ashura dans tes influences à toi, Talal? Tu l'as dit en premier lieu, Stephen King et cet amour inconditionnel pour King et pour l'œuvre It, donc qui était à la base un roman en 3 tomes et qui est devenu un téléfilm qui nous a beaucoup tous traumatisés dans les années 80. Non, pas moi. Qui à l'époque, pas toi, en tout cas moi, gamin découvrant surtout le chapitre 1, qui c'est marrant parce que il y a eu le long métrage en 2 parties réalisé par Andy Muschietti. Je trouve que le film aussi souffre dans sa deuxième partie justement de ne pas avoir la force de la première partie avec les gamins, quoi. Et donc oui, donc il y a ça, donc qui est une influence majeure, mais il y a aussi pléthore de cinéma fantastique qui m'ont plu, et surtout l'envie de faire un film de monstre, en fait, et l'envie de se dire voilà, il se passe quelque chose. Je sens qu'il y a peut-être un intérêt qui peut se faire du cinéma méditerranéen fantastique, ou en tout cas quelque chose à construire là-bas, parce que ça n'existait pas en fait à cette époque-là. En tout cas au Maroc, on ne faisait pas de films fantastiques. Et je me suis dit, on va peut-être pas attendre que ce soit l'Occident qui raconte
le lore ou toutes les contes et légendes marocaines, et on va peut-être essayer de le faire nous au Maroc pour voir ce que ça peut donner. Et on s'est fixé ça comme ambition, donc raconter une histoire de monstre, donc basée sur une histoire de folklore où on a bien sûr un peu embelli tout en fait. En tout cas, on a déguisé un peu la chose. N'empêche que la base, elle est locale. Et sur ça, euh, l'envie aussi de partager cette culture et de changer aussi la perception qu'on peut avoir de cette partie du monde en Occident. Parce que c'est vrai que ce qu'on a surtout, c'est un regard à travers les médias ou alors à travers les yeux de touristes, hein, quand tu vas passer tes vacances à Marrakech, par exemple, alors que c'est pas du tout, enfin, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc créer la curiosité du monde en général, du monde occidental aussi, du monde marocain aussi, parce qu'on on faisait pas de films marocains, on faisait pas de films fantastiques marocains, on faisait surtout des comédies populaires ou des drames qui allaient en festival, en tout cas du cinéma indépendant d'auteur, on va dire. Et là, voilà, l'idée c'était de ramener autre chose. Et c'était s'inspirer aussi de ce que faisaient les Asiatiques très bien, en fait, 20 ans avant, ou les Espagnols 10 ans avant. C'est-à-dire qu'ils ont démocratisé leur cinéma grâce au genre. Parce que le genre, c'est intrinsèquement populaire, parce que la peur, c'est universel, et que je pense qu'on a plus de chances de toucher le monde, on va dire, à travers le cinéma d'horreur ou fantastique que peut-être, là je le dis à travers mon point de vue, hein, je dis pas que j'ai raison, mais peut-être qu'à travers un film d'auteur, finalement, qui va, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le pouvoir du fantastique, mais un film d'auteur qui va peut-être plus parler de la réalité, quoi. Voilà. L'horreur est plus universelle. C'est un film dans lequel j'ai senti une grosse empreinte Amblin Entertainment, dans laquelle je me suis plongé tout de suite, et dans laquelle, quand Thibaut m'a dit, écoute, tu sais quoi, Talal, parce que c'est vrai que c'est pas une bêtise, hein, il a vraiment été sérieux quand il m'a dit direct, Joe Dante, ça sera Talal. Voilà, ça s'était plié, le game était fait. Quand j'avais découvert Achoura, j'ai pensé à ça, un début un peu à la Amblin Entertainment qui dévie vers un film très mélancolique, à la fois effrayant et très triste. C'est un film qui est très fatal. Tu vois, c'est comme Stephen King, tout est fatal. Et en fait, il y a un petit peu de ça dedans. Et c'est un film que je trouve très fascinant par son univers, parce que c'est vrai que c'est un monde que l'on ne connaît pas. Ce sont des mythologies que l'on ne connaît pas et que l'on apprécie de découvrir comme cela, mais avec d'abord des petites notes qui font que tu es en terrain connu. C'est-à-dire, en fait, tu dis, ça, c'est des petites choses que je connais, que j'apprécie en tant que spectateur, en tant que cinéphile, cinéphage, cinévore. Tu te retrouves dans des petites balises que tu aimes retrouver sur le sol et que tu es content de prendre le sentier avec les personnages, avec ses enfants. Et après, le film dévie petit à petit sur un monde qui est beaucoup plus noir, un univers qui est beaucoup plus triste, avec ce côté un peu fatal, ce côté inéluctable de cette, je vais pas dire malédiction, mais de ce mal qui se propage comme ça et qui contamine, qui contamine petit à petit, avec le personnage central de cette jeune femme incarnée par l'actrice Sofia Manouchak, et qui justement a une certaine douceur en elle physiquement. Elle incarne une certaine douceur, une certaine beauté, une certaine pureté, et en fait, elle met les mains dans ce qui est sombre, dans ce qui est triste, dans la terre. Et enfin, honnêtement, c'est un film qui vraiment m'a vraiment marqué, tu vois. C'est un film qui m'a transporté et qui m'a emmené vers un univers que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, et dans lequel je me suis laissé transporter. Enfin, je sais pas si je suis bien clair, mais en tout cas, merci. Non, Merci. c'est joli, merci, ça me touche beaucoup. C'était pas, puis c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup divisé, hein. Je sais que beaucoup n'attendaient pas ça de ce film-là. Sous prétexte que c'était un film marocain, peut-être ils attendaient une approche un peu différente, peut-être beaucoup plus ancrée dans le local. Et il y a eu ce parti pris de faire un film beaucoup plus universel, hein, même par le biais par le prisme de sa mise en scène, ou même parfois dans sa direction d'acteur, ou beaucoup de détails. Et moi, je me suis questionné après tout. Je me suis dit, bon, est-ce que la méthode était bonne? Parce que le film, bon, voilà, alors il a voyagé certes, mais il n'a pas eu la carrière que j'espérais qu'il ait. En tout cas, dans les salles, on n'a pas eu la chance de sortir en salle en France, alors que le film pourtant est subventionné par le CNC, entre autres. Donc j'ai un peu d'amertume. Mais après, bon, je suis assez dur, hein, généralement avec mon travail, hein. Ma femme me dit souvent que j'ai des attentes trop hautes. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais toujours est-il, c'est cool d'entendre des retours en tout cas sincères. Et c'est bien. Je me dis aussi de questionner en fait pour le suivant. Tu dis mais comment tu peux être meilleur pour ton troisième film? Qu'est-ce qui a pas marché dans le second?
voilà, comment est-ce que tu peux toucher le plus de monde possible, parce que alors moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce métier-là, hein, c'est de parler à un plus grand nombre de personnes. Et je dis ça moi parce que je sais qu'il y a des cinéastes qui s'en foutent, qui veulent juste faire leur film et qui se contentent de ça, et ça leur va très bien. Moi, j'ai besoin de toucher les gens. Et donc le fait que le film n'ait pas eu la carrière que j'espérais, même si encore une fois il s'est bien vendu dans le monde, ça me, ça me fait questionner, en tout cas sur comment être meilleur. Et c'est plutôt une bonne chose, hein. Je me dis, voilà, c'est cool d'avoir une sorte de tremplin dès son premier film. Mais il y a un truc aussi challengeant de se dire, bah voilà, là je vais faire mon troisième film, comment je peux faire pour essayer d'être encore meilleur. Donc rendez-vous dans peut-être dans 2 ans, tu vois, pour Bon, on tirer le bilan espère de tout bien. ça. On espère bien. Alors justement, une petite question, c'est que là, il y a l'univers Amblin Entertainment que j'avais ressenti dans les premières minutes de ce Hatsura. Qu'est-ce qui te plaisait en tant que spectateur, peut-être même en tant que jeune spectateur, dans l'univers Amblin Entertainment, les productions Spielberg et notamment, bien entendu, les films de Joe Dante? Parce qu'on est quand même là aussi pour parler de notre ami Joe, quand même. Sur Disney+, sûrement, j'adore ce film. Bill Mon Paxton. ami Joe. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le pouvoir du fantastique et moi je dis souvent quand t'es gamin, tu vois pas les films de la même façon. J'ai un enfant aujourd'hui, je commence à lui montrer les films qui m'ont fait kiffer quand j'étais plus jeune ou même des films plus récents, hein, qui pourraient lui plaire et qui me plaisent. Cannibal Et Holocaust, Fire Cannibal 3. Ferox. exactement, ouais. Pas du tout. Et c'est cette notion de dire, bah, quand t'es gamin, déjà, tu vois pas le monde de la même façon, et quand tu abordes une histoire fantastique, ne serait-ce que rappelle-toi, quand t'étais gamin et qu'on te racontait un conte des frères Grimm, bah, tu faisais ta propre interprétation, t'avais tes propres images, en fait, qui allaient au-delà même des illustrations que t'avais dans le bouquin, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a de ça, en grande partie. Et l'autre partie, c'est que c'est peut-être l'un des premiers, Spielberg, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est celui qui a le mieux parlé des enfants, en tout cas. Ou en tout cas, c'est le cinéaste pour lequel, quand j'étais môme, bah, je m'identifiais à ces personnages de môme. Alors, quand je dis Spielberg, je parle aussi des productions Spielberg, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a ce truc indéniable que peut-être Spielberg est le premier cinéaste qui a une forme d'universalité en parlant de l'enfance, en parlant de la solitude de l'enfance, que lui-même, voilà, parle beaucoup dans son cinéma, bah, du fait que son père a quitté sa mère et qu'il s'est retrouvé, qu'il a eu une enfance assez solitaire. Donc je pense que c'est un cinéma, en tout cas au départ chez lui, qui est très personnel et qui l'est encore, hein. Quand tu regardes The Fabelman, hein, c'est un cinéaste qui arrive à être encore lui-même après tant d'années et une si belle carrière. Et je pense que voilà, c'est pas anodin que c'est aujourd'hui le dénominateur commun de milliers de réalisateurs d'aujourd'hui, quoi. Mais totalement, et je pense honnêtement que c'est le premier à avoir mis la caméra à hauteur d'enfant, en fait. Rien que quand tu vois le making of d'E.T., comment il interagit avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a j'ai pas envie de dire des épiphénomènes, parce que les films Disney ont existé depuis les années 50, le premier Freaky Friday, la Coccinelle, etc. Il y avait plein de films pour enfants, ou même avec des héros enfants, même des films plus durs, comme La Nuit du Chasseur, To Kill a Mockingbird, etc. Mais lui, c'est le premier où on n'a pas cette distance de style. Enfin voilà, même dans les Freak Friday, les productions Disney de ces années-là, on a quand même énormément de distance par rapport aux enfants. On voit que c'est des adultes qui font un film où le personnage est un enfant. Spielberg, non, il met sa caméra, son script à hauteur d'enfant, et même dans ses productions, les Goonies, Gremlins, on est à hauteur d'enfant, on est dans le gang, et c'est ça qui est impressionnant dans ce cinéma, et qui fait que c'est des films intemporels. Il y a une non-distance vis-à-vis des personnages enfants, où du coup c'est le premier à avoir imposé ça, et à avoir créé un nouveau style, qui a permis une explosion de plein d'histoires pour enfants, et ça me fait penser que par exemple, Never Let Go de Alex Aja, enfin un film où les enjeux sont les enjeux des enfants. C'est pas vraiment un film sur Ali Berry, c'est un film sur comment les enfants vont gérer ce trauma, cette menace, etc. Et oui, il y a eu ça, il y a eu Stranger Things, etc. Mais mine de rien, c'est pas si commun que ça d'avoir la caméra qui est du côté des enfants. Je pense que pour le coup aussi, c'est un des cinéastes les plus passionnants. On a tendance à l'oublier, hein. Alors, j'ai vu Crawl il y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, très en retard, hein. Et j'ai pris une claque dans ma gueule, hein. Ah ouais, t'es première fois que j'ai vu Crawl. Ah oui, j'avais pas vu Crawl à sa sortie. Je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à le voir. Pourtant, j'aime beaucoup le cinéma d'Aja.
On parlait d'authenticité chez Spielberg, je trouve qu'il y a une forme d'authenticité chez Aja. Au-delà que le gars soit en plus un mec vraiment authentique dans la vie, j'ai l'impression, il croit dur comme fer au médium cinéma, en fait. Et ça se voit parce que on a beau monter le film dans tous les sens, l'authenticité, je pense que le spectateur la perçoit, inconsciemment ou consciemment. L'authenticité d'un cinéaste, il peut la ressentir. Et Aja fait définitivement partie de ces cinéastes qui ont un regard et une maîtrise en fait de ce médium que très peu de cinéastes ont, en tout cas. Mais oui, c'est un cinéaste qui n'est pas cynique. Déjà, ça, c'est, on remercie Dieu parce que il y a rien de pire que le cinéma d'horreur cynique fait par des gens qui n'y croient pas une seconde. Lui, il y croit, il le vit. Et juste pour dériver, oui, sur Joe Dante, Piranha, Hurlement, son segment de la 4e dimension, Gremlins, Explorers, l'aventure intérieure, les banlieusards, Gremlins 2, Matinée, Small Soldiers, les Looney Tunes, et bon, The Hole et Burning the X, mais bon. Mais oui, lui pareil, je pense que c'est un des réalisateurs les plus sympathiques des maîtres de l'horreur, vraiment en termes de réputation, en termes de sa qualité de faiseur pour les studios. Il n'a pas eu de chance sur la sortie de ses films, il n'a pas eu de chance là où ça devait cartonner, ça a moins cartonné. Il y a eu un concours de circonstances autour de lui qui fait qu'il n'a pas vraiment explosé dans les années 2000, un peu comme tous les maîtres de l'horreur. Mais donc Joe Dante, ça représentait... c'est quel film pour toi, Joe Dante? Pour moi, c'est Gremlins 2, hein, j'en ai énormément parlé dans la saison 1, mais c'est le film ultime de Joe Dante, je pense que c'est sa plus belle expression cinématographique, et un film culte pour moi. Est-ce que toi, t'en as un autre? Est-ce qu'il y a un film qui te vient en tête quand tu penses Joe Dante? Gremlins 2, forcément. C'est le 2, hein, vraiment. Définitivement le 2, parce que c'est, je pense, mes premiers émois de cinéma, en fait, dans une salle de cinéma. On est en 90. J'avais 8 ans et je vois Gremlins 2 au cinéma, quoi. Et là, c'était un choc. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais ressenti ces choses-là, quoi. Et plein de choses que je comprenais pas. Et c'est un film merveilleux parce qu'il se bonifie au fur et à mesure que tu grandis, parce que tu arrives à lire entre les lignes, on va dire. Mais déjà, la première vision, gamin à 8 ans, bah, tu te prends un TGV dans la gueule. Donc voilà, c'est Gremlins 2 définitivement plus que le 1 que j'adore, hein. Pour moi, le 1 est un grand film, mais le 2, on va dire le sommet de l'art de Joe Dante. Vraiment. Parce que ça allie tout ce qu'il aime, en fait, et tout ce qu'il est aussi, je pense. Tu disais, c'était un cinéaste qui a beaucoup galéré ou qui galère beaucoup. Je pense que c'est pas anodin, c'est parce que c'est un punk. Alors, il en a pas l'air, hein, parce que c'est quelqu'un, tu vois, qui présente bien en fait quand t'es devant lui. Mais en vrai, quand tu connais son cinéma et quand tu vois son côté poil à gratter, tu vois que c'est un punk. C'est quelqu'un qui a été biberonné aux Looney Tunes de Chuck Jones, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un, c'est le mauvais garçon en fait. Et ça m'étonne pas finalement que euh, ça soit pas un cinéma qui soit compris sur le moment par le spectateur. Tu parlais de Matinée, ça a été un bide. Small Soldiers, tu vois, plus récemment, où les Looney Tunes passent à l'action. C'est des films en fait qui n'ont pas marché en salle, mais qui, je pense, laissent des traces, parce que c'est des films beaucoup plus subtils que ce que vend l'affiche en fait. La conclusion qu'on avait de la saison 1 et qui nous ramène à cette saison 2 et son épisode de saison 2, c'est tout ce qu'on dit a un sens finalement, hein, dans ce podcast. Ce qui nous a sauté aux yeux dans la saison 1, c'est à quel point son cinéma était politique même depuis le début. Que ça soit sous forme satirique, Ouais. sous forme moqueuse, ou même des Small Soldiers qui vraiment ultra politique. Et c'est drôle qu'il se soit servi d'une plateforme comme les Maîtres de l'horreur, non pas pour faire des adaptations d'histoires légendaires ou de grands classiques d'horreur ou à la Stuart Gordon, etc., d'aller vers des auteurs, c'est que lui, il s'en est servi pour faire 2 films, comme tu dis, poil à gratter, disons, qui ne ressemblent pas du tout au reste de sa filmographie, mais qui en fait représentent bien ce que lui est, et ce que lui aime, et ce que lui veut faire. Les Maîtres de l'horreur, pour toi, ça représente quoi? Parce que tu es l'un des seuls invités qui connaît bien la série, je crois, avec Jess, où quand on en a parlé, les Maîtres de l'horreur, c'était ah bah oui, les Maîtres de l'horreur, je les ai vus, je les ai en DVD, quoi. Ouais, complètement. C'était un fantasme de cinéphile fantastique, les Maîtres de l'horreur, parce que ça va être une sorte de maxi best-of de plein de cinéastes. Alors il y a bien sûr les darons, hein, les John Landis, les Joe Dante, les Carpenter. T'as à côté de ça, certains cinéastes en vogue de l'époque.
comme Lucky Mackie par exemple, qui est un cinéaste qui a une carrière, un début de carrière fracassant, mais qui sont présents parce que bah voilà, c'était les copains de Nick Carris et c'est, je crois que la série est née d'un dîner où ils se sont dit bah vas-y faisons ce truc-là, vendons ce projet et ils l'ont fait, tu vois. Donc c'est malheureusement très inégal. Hein. Je pense que l'épisode dont on va parler aujourd'hui en témoigne largement. Mais là-dedans, il y a des pépites. Je sais que moi, mon préféré, c'est le segment de Carpenter, Cigarette Burns, de la première saison, qui est une sorte de prolongation d'un de mes films préférés de Carpenter, qui est L'Anse de la folie. Alors, je l'ai pas revu depuis la sortie du Blu-ray à l'époque, mais c'est un épisode de cette série qui m'a laissé des traces. Je m'en rappelle encore. J'ai encore des images, j'ai encore une sensation de craspec que j'avais pas ressenti même dans les derniers films de Carpenter. Donc pour moi, c'était une grande réussite. Il y avait le Jennifer d'Argento qui était vraiment très intéressant et aussi très particulier. Il y a un truc aussi que tu retrouves plus d'ailleurs dans le cinéma d'Argento depuis longtemps, que tu vois dans Jennifer. Voilà. Puis il y a Voix tout crève donc de Joe Dante qui divise aussi, mais qui est vraiment du pur Joe Dante. C'est du Joe Dante pur jus. Je pense que vous en avez bien parlé dans l'émission qui lui était consacrée, et on retrouve l'aspect politique, l'aspect horrifique, l'aspect drôle, et c'est ce mélange, en fait, ce travail d'équilibriste qui est vraiment pas facile. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont tenté et qui se sont cassés les dents à trouver cet équilibre-là, et chez lui, en fait, ça vient de façon très naturelle. J'imagine que ça doit en agacer certains parce que c'est tellement naturel, en fait, ben qu'il le fait sans grande difficulté, quoi. C'est un cinéaste profondément, vous l'avez dit, politique, très démocrate dans ses convictions, et je crois que tous ces films, d'une façon ou d'une autre, vont porter un regard sur les États-Unis, que ça soit The Burbs, sur le côté voilà, oh là là, des étrangers, et puis même si tu vas épouser le point de vue des banlieusards, c'est le titre français, c'est comme Civil War, voilà, qui est purement pour le coup politique, mais aussi parodie de la politique, et Small Soldiers, on peut en citer plein. Hein. Ils sont tous d'une façon ou d'une autre, même les Gremlins finalement, qui sont nos chouchous, des films politiques. Tout à fait. Après, voilà, Vote ou crève, on en avait parlé dans la saison 1, c'était une de nos grosses déconvenues, on doit l'avouer, de la saison 1, parce que voilà, c'est un segment qui a fait la cover de Mad Movies à l'époque, c'est un segment dont beaucoup de gens s'en souviennent, parce que c'était voilà le grand film brûlot politique, les zombies reviennent, c'est pendant la guerre d'Irak, etc. Et nous, il nous avait complètement déçus dans la saison 1, vraiment intellectuellement satisfaisant dans l'idée, mais quand on en a parlé dans la saison 1, je sais pas si tu as des souvenirs encore, mais... Totalement. En fait, c'est un film qui était très pénible à supporter parce que le casting principal n'était pas tellement bon. Le lead cast masculin comme le lead cast féminin ne fonctionnait pas. Leur duo ne fonctionnait pas. Ils étaient très antipathiques. Après, c'est un film c'était une satire un peu féroce, mais avec peu d'enjeux. Enfin, si, il y a un gros enjeu politique encore une fois, mais ça n'allait pas plus loin que le bout de son nez, ce qui fait que pour moi ça tournait vite en rond, et qu'au bout d'un moment on sort avec un métrage dont on ne retient pas grand chose, si ce n'est le message, la charge politique contre Bush, mais au final voilà, un film qui neutralise un petit peu les neurones du spectateur, parce qu'au final on a des gens qui sont pas tellement agréables à suivre, qu'on n'est pas sous le charme comme devant un Gremlins 2, Gremlins 1, on n'a pas la même vibe, quoi. Après, je pense qu'il faut pas accorder trop d'importance à cette série. Alors, je suis désolé, vous y consacrez un podcast entier. Attends, t'es en train de détruire le podcast. Ah ouais, t'es en train de détruire le rêve de Thibaut qui m'a dit Jérôme, faisons un rewatch podcast. Non, mais c'est factuellement, en fait, je pense que c'est une série, on va dire, qui va. Moi, c'est ce que j'en retiens aujourd'hui, là, avec le recul. Et puis, putain, déjà, ça fait presque 20 ans, hein, déjà, putain. Et si tu veux, c'est une série qui est tournée au Canada, avec très peu de moyens, avec des comédiens, je pense, pour la plupart locaux, à quelques exceptions près, où il y avait des guests qui étaient plutôt des copains du réalisateur ou de Garris qui venaient, j'imagine, casser son cachet x10 pour pouvoir tourner dedans. C'est la problématique de tous ces épisodes, quasiment, c'est qu'ils sont victimes de leurs moyens. Et ça se ressent profondément, et je pense que un cinéaste, le problème c'est quand tu prends un cinéaste comme Joe Dante par exemple, qui a déjà 30 ans d'expérience derrière, qui a fait du film de studio hollywoodien, c'est des gens, en fait, pour certains cinéastes, hein, pas tous, et je vais donner le contre-exemple après, des gens qui ont une certaine habitude, un certain confort, de certains réflexes, et finalement revenir à une petite économie,
ben ça peut aider certains cinéastes, hein, comme Shyamalan, hein, qui est pas du tout dans Master of Horror, hein, mais qui par exemple a fait le chemin inverse. Il est passé du studio pour revenir sur du cinéma beaucoup plus, on va dire à la hauteur d'un public qui veut viser spécifiquement. Quoi. Il fait plus des gros films à gros budget. Bah, pour certains cinéastes, et je pense que c'est la problématique de Joe Dante, ben c'est moins facile de revenir, on va dire, à des histoires bricolées, quoi. Et c'est vraiment bricolé. J'ai pas les budgets des épisodes. Je sais pas si vous Oui, les avez bien en sûr, tête. bien sûr. Bah, en fait, ils avaient 2 semaines de tournage pour 2 millions de dollars. Ah bah voilà, tu vois, c'est ça. C'est vraiment. Ce qui, nous, quand on vient du des films cinéma fauchés. indé, on se dit, bon, 2 millions de dollars, c'est énorme, je te Ouais. fais 10 films avec ça. Mais qui, dans la réalité d'un système et de la production, etc., ne représente pas grand-chose pour la télé à l'époque. Mais c'est pour ça qu'il y a des films très intéressants là-dedans. Je pense par exemple, on parlait de Loki Maki, son épisode Sick Girl avec Angela Bettis, il me semble, est très réussi parce que pour le coup, Maki, c'est à l'époque, à cette époque-là, il a fait May assez proche encore, on va dire, du cinéma bricolage en fait. Hein, c'est quelqu'un qui sait tirer parti d'un petit budget à ce moment de sa carrière. Donc c'est important aussi de prendre un réalisateur à un moment de sa carrière. Je pense que ça joue beaucoup en fait sur parfois cette impression qu'on peut avoir sur certains épisodes, et je parle pas que de l'épisode dont on va parler aujourd'hui, de se dire le mec il vient toucher son chèque, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il est là, il est content, il fait des repas, des bouffes avec des copains, il va au Canada, il tourne, parce que je pense qu'ils sont, quoi qu'il en soit, tous très contents de tourner. Mais il y a aussi le côté voilà, faut bouffer, et c'est un chèque qui tombe au bon moment, et je vais faire ce que je peux avec les moyens que j'ai, même si ça m'arrange pas, parce que en vrai je ne sais plus bosser avec ce type de moyens, quoi. Oui, bien sûr, les années Corman sont très loin pour Joe Dante. Après, j'ai envie de dire que c'est peut-être le mauvais exemple de cette saison, parce que lui va se mettre en danger avec ce film, notamment visuellement, qui ressemble à aucun autre épisode de la série, on en reviendra après, mais et surtout le style visuel de Joe Dante qui n'est pas du tout dans ce film. Lui qui généralement a une caméra personnage, hein, presque, comme on l'a cité, hein, dans The Burbs, Gremlins 2, et qu'il a pas du tout fait un film, ou en tout cas essaye de faire un film terre à terre, violent, presque greengrassien dans l'idée. Et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on va en venir. Je vais présenter l'épisode vite fait, parce que oui, grosso modo, Vote ou crève est un épisode que je trouve intellectuellement intéressant, mais qui n'était pas du tout engageant, comme l'a dit Jérôme. Et Screwfly, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que c'est un film très viscéral, parfois très engageant, mais quand tu commences à réfléchir au film et à recoller les morceaux, tu trouves que moi j'ai trouvé qu'intellectuellement le film ne marchait pas du tout, en fait. La logique du film et de cet univers ne marchait pas. Mais bon, Joe Dante, pour cette saison 2, il a 60 ans. La diffusion de l'épisode La guerre des sexes le 8 décembre 2006 aux États-Unis. Devant la caméra, on retrouve Kerry Norton qui joue Anne, qui est la première et la seule héroïne de cette saison 2. Faut quand même prendre une petite seconde pour penser à ça. En plus, le sujet du film s'y prête forcément. Mais la saison 1 avait plusieurs épisodes, dont La Survivante et The Fairy Child, La Cave, etc., où il y avait des héroïnes. La saison 2, pas du tout, à part cet épisode. Et encore, elle partage l'affiche avec un autre grand acteur. Kerry Norton, actrice anglaise, inconnue au bataillon, grosso modo. 10 épisodes de Battlestar Galactica, et le reste, je vais pas le mentionner ici. Face à elle, on retrouve dans le rôle d'Alan, son mari, aimant, Jason Priestley, Brandon de Beverly Hills 90210, qui a également joué dans Bags of Bones pour Mick Garris, donc il s'est bien entendu avec Mick sur la série, et qui n'a pas trop de crédit à part ça, hein. Une apparition dans Tombstone, dans Le Voyeur avec Ewan McGregor, mais sinon pas une grande carrière. Est-ce que Jason Priestley est culte pour vous? Moi personnellement pas du tout. Non, pas du tout. Limite ma femme plus que moi, parce qu'elle est fan de Beverly Hills évidemment, mais Melrose Place, tout ça, ça lui parlera plus. Moi, je suis passé totalement à côté de ces séries. Ouais, moi aussi. Talal, un mot sur Shannon Doherty ou Jason Priestley? Tu veux non, j'ai rien à dire. C'est ma génération, mais j'ai jamais vraiment regardé Beverly Hills. Je vois très bien ce que c'est. Après, mais bon, voilà. Parler des acteurs des comédiens à part Elliot Gould, ouais. Elliot Gould, je pense que tu vas te oui, lui, bien là. sûr, Ouais. qui joue Barney, une légende, hein, MASH et Long Goodbye avec Robert Altman, Big Hit avec Mark Wahlberg, Ocean's 11, 12, 13, Friends, évidemment, Papa Geller,
dans Friends. Elliot Gould que j'ai trouvé épouvantable dans cet épisode. Je l'ai trouvé horrible. Ah, moi je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé horrible. Ah non, je l'ai beaucoup aimé. Je parlerai de la scène du dîner après. Et justement, ça horrible, m'a... performance horrible. Big hit. Linda Darlow qui joue Bella. Je la cite en fait parce que Bella et Barney, les deux personnages un peu adultes, presque seniors de cet épisode, je n'ai rien compris à leur relation à la première vision. C'est un film que j'ai vu 2 fois aujourd'hui, parce que un épisode que j'ai vu 2 fois aujourd'hui, je l'ai vu ce matin, et je l'avais oublié à 14h. J'étais là, non mais en fait, comment je vais parler de cet épisode ? Je ne m'en souviens pas. Et je l'ai revu, et c'est vrai que je me suis souvenu, putain mais c'est vrai que la scène du dîner, replacer qui est qui, c'est son père, c'est sa mère, etc. J'étais complètement paumé. Après, j'ai fini par comprendre qu'en fait, il n'avait aucun lien de parenté. Cette famille n'a aucun lien de parenté avec ces deux épidémiologistes, mais voilà, ils viennent dîner à la maison. Et Brenna O'Brien qui joue Amy, la fille de Alan et de Anne. Derrière la caméra, au scénario, on retrouve Sam Hamm, qui avait signé le script de Vote ou Crève, qui a écrit évidemment Batman 1989, Monkey Bone, qui se base donc sur une nouvelle de 1977, The Screwfly Solution, qui est en fait une nouvelle de Alice Sheldon. James Tiptree Jr. en fait était son pseudonyme, et c'est une nouvelle qui est parue, écrite par une femme, Alice Sheldon, en 77, et en fait Joe voulait essayer de l'adapter dans les années 80, il voulait en faire un long métrage, et c'est vrai que ça s'y prête totalement. C'est le genre de film The Crazies, Mom and Dad, Pontypool, population qui part en live, un virus, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Mais l'adaptation était difficile car trop dark. Alors j'ai lu la nouvelle depuis, donc je vais pouvoir comparer certains éléments. Et en plus c'est une adaptation difficile parce que c'est une nouvelle épistolaire. Où l'horreur a déjà démarré, donc c'est des lettres que cette femme envoie à son mari qui est en Colombie pour essayer de gérer un virus qui se transmet par les mouches, etc., etc. Et par exemple la scène d'ouverture du film avec le voisin, c'est une phrase dans la lettre où elle dit d'ailleurs ils ont montré ça aux infos quoi. Et en fait du coup Joe Dante et Sam Hamm essayent de construire un scénario à partir de tout ça. La nouvelle est extrêmement efficace, extrêmement bien écrite, une 15aine de pages, je la recommande parce que c'est vraiment un très très bon récit de science-fiction signé Alice Sheldon. Et surtout dans la nouvelle, la plus grande différence c'est que le virus affecte aussi les femmes, parce que dans la nouvelle les femmes deviennent dociles. Notamment Anne dit dans une de ses lettres, j'ai l'impression que les femmes s'en foutent de se faire tuer, il se passe rien. Alors il y en a certaines qui tentent de faire un attentat en détournant un avion, mais grosso modo le virus affecte les femmes, ce qui n'est pas du tout abordé dans l'épisode. Finalement on ne se rend pas compte, ou en tout cas c'est très mal montré, on ne se rend pas compte à quel point ce virus affecte les femmes, ou s'ils affectent, ou si c'est juste qu'elles se cachent quoi. Mais bon bref. En chef opérateur, Attila Zaleh, qui s'amuse comme un petit fou, parce que Joe Dante lui demande de tourner en HD. Et oui, c'est l'un des épisodes, et je crois le seul épisode de cette série, non tourné en pellicule, tourné avec des caméras HD de l'époque, et ils utilisent majoritairement un fig rig, qui est en fait une espèce de monture de la caméra sur un volant de voiture. Donc voilà, ça a été tourné majoritairement ça, le making-of le montre, c'est assez incroyable. La musique est signée Hummy Man, qui est conducteur d'orchestre à Hollywood, qui a des milliers de crédits, qui avait fait la musique de Vote ou Crève. Le montage, Marshall Harvey, donc monteur clé des Maîtres de l'horreur, qui a fait plein d'épisodes, qui a fait Le Loup-garou de Londres, Les Banlieusards, Lake Placid, Riding the Bullet, Vote ou Crève, il avait fait également pour Joe Dante. En décorateur, David Fisher, qui arrive à transformer le Canada en 6 régions différentes des États-Unis, avec même un aéroport, un strip club et un hôpital. Franchement, honnêtement, David, respect à toi, parce que t'as tout donné sur cet épisode, il y a vraiment un énorme niveau de décor. Les costumes sont signés Lynn Kelly. Les SFX comme d'habitude, KNB, un épisode assez simple d'ailleurs niveau gore, mais c'est volontaire parce que en fait ils essayent de ne pas glorifier ces actes, donc il y a pas d'effets gore showy, c'est pas censé être des énormes explosions de gore, etc. Contrairement au reste de la saison 2, ça reste assez réaliste et cruel finalement dans les mises à mort et les effets spéciaux. Et les CGI, les VFX sont signés Lee Wilson qui supervise tout ça, qui a pour mission de créer les exterminateurs. C'est un épisode, ça va être difficile de pas spoiler la fin, donc voilà, si vous voulez le regarder avant, de nous écouter, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le virage, disons, science-fiction de cet épisode, un épisode très ambitieux selon Mick Garris, 5 contrôles parlants, des dizaines de décors, comme dans la nouvelle, hein, un truc pour créer une sorte de alerte de Wolfgang Peterson, mais avec une guerre des sexes, puisque l'élément central du film est que les hommes se mettent à attaquer les femmes, parfois sans raison,
Parfois parce qu'elle les agace, parfois parce qu'ils sont attirés sexuellement. On ne saura vraiment jamais. C'est un des nombreux défauts de cet épisode au niveau du scénario, c'est qu'il balance des idées et ne les suit pas vraiment. Il essaye de suivre 10 tangentes à la fois. Fun fact, il y a des images de imprint de Takashi Miike à un moment donné, quand il y a des soldats qui s'entraînent ou on teste un peu leur réaction dans une expérience scientifique à la violence et au sexe, et il y a des images de la maison des sévices de Takashi Miike. Donc voilà, Joe Dante, grosso modo, a une idée, changer de style visuel, il veut donner un sens à l'immédiat et au chaos de l'histoire, il s'imagine même tourner des séquences au téléphone, il imagine la scène de l'avion au téléphone, il se dit il me faut absolument des caméras légères qui donnent l'impression d'être sur le vif, et qui pour moi gâche un peu cet épisode qui a un look très très cheap. Déjà que c'est une série qui, voilà, tu l'as dit, hein, mais qui souffre parfois des problèmes de budget. Là, on est bon, j'en reviendrai après sur ce que je pense du look, mais je trouve que le look fait partie aussi de mon décalage que j'ai par rapport au film, parce qu'il y a des moments où ça marche totalement, ce style. Les scènes de chaos, hein, la scène du strip club qui part en live, la scène de l'aéroport, de l'avion. Et il y a des moments, les scènes de famille, les scènes intimes, où t'es là, oh, qu'est-ce que c'est laid, putain, c'est moche. Talal, tu es notre invité. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Est-ce que tu en avais des souvenirs quand tu l'avais vu la première fois ? Est-ce que tu te dis, merde, je l'avais pas aimé ? Et qu'est-ce que tu en as pensé de manière générale ? La première chose que j'ai pensé, j'ai dit, putain, ces gars ne m'aiment pas du tout. Parce qu'ils m'ont invité pour parler peut-être un des plus mauvais épisodes de la série. Non, blague à part, attends, je pousse le trait parce qu'il y a des épisodes moins bons et j'ai une affection particulière pour Joe Dante. Mais là, bon, t'as beau avoir une affection particulière, c'est compliqué, hein, c'est vraiment difficile pour les raisons que t'as expliquées, partie, et je pense que tu l'as clairement sous-entendu, c'est l'ambition de la chose. C'est-à-dire que le problème de cette histoire, c'est que déjà pour moi, c'est que t'as pas vraiment de personnage principal. Tu sais pas où porter ton regard de spectateur, ton sentiment d'identification. Et puis l'autre problème, c'est que en fait, c'est trop gros en fait ce qui se passe. Et ce truc prend tellement de proportions. Cette volonté d'avoir de multiples points de vue, de prendre une mesure en fait de la déchéance du monde, rend la chose beaucoup trop grosse en fait pour les moyens qu'a cette production d'une part et puis ce script en fait finalement qui se perd en fait. Donc je trouve que t'as bien indirectement résumé la chose. Euh, je trouve pourtant le principe de départ très smart en fait. Il y a vraiment un truc à faire. C'est-à-dire que demain, surtout à notre époque en fait, parce que finalement l'épisode est encore une fois où Joe Dante est encore une fois en avance sur son temps en traitant, en choisissant ce sujet-là. Voilà, aujourd'hui, tu pourrais refaire The Screwfly Solution avec des moyens, avec du temps pour écrire un bon script et en tirer un parti intéressant. Cette comparaison qu'on a très très vite. Alors je sais pas si c'est la même chose en bouquin parce que toi donc du coup t'as lu la nouvelle, hein, c'est ça, c'est une nouvelle. Hein. Oui, c'est une nouvelle. Ce point de départ qui donne tout son sens au titre original. On fait parler entre les insectes et les humains et ce que deviennent après les hommes. Il y a quelque chose aussi, il y a du poil à gratter là-dedans, il y a une parabole de notre société. Il y a même de ça quand finalement il fait une forme d'analogie de la religion parce que tu comprends pas trop ce qui se passe, mais ça devient une forme de fanatisme religieux qui se développe autour de ça où c'est pas très clair. Enfin, j'ai oublié. Hein, ça va dans tous les sens comme tu disais, mais ça bouffe un peu à tous les râteliers. C'est ça aussi le problème de cet épisode. Mais le cœur du sujet, le point de départ. Est très intéressant. Alors le twist final, c'est pareil, c'est pour te dire, enfin c'est pour ça que je me demandais, mais est-ce que lui-même, finalement, il se tire pas une balle dans le pied avec cette révélation finale, peut-être qu'il faut pas spoiler, qui te dit, voilà, ça devient tellement n'importe quoi que je vais rajouter ce truc-là, et voilà, c'est genre un mic drop, il jette son micro et il se barre, et voilà, il a fait son épisode, quoi. Et peut-être que pour lui, c'était un truc pour, comme tu dis, expérimenter la HD, retrouver, manger un bon steak avec Elliot Gould. Mais au-delà de ça, c'est con à dire parce que c'est pour moi peut-être le travail de Joe Dante, de toute sa filmographie, hein, le moins intéressant, vraiment. Et loin, quoi. Ouais. Je suis dur. Très dur, il y a quand même The Hall juste après, quoi. Mais moi j'aime bien The Hall, tu vois. Moi je trouve que alors moi j'ai vu The Hall bien après de sa sortie en 2009. Je suis passé après le torrent de haine qu'il y avait autour du film
c'est pas un film désagréable, tu vois. Il y avait un feeling aussi très Amblin dont on parlait tout à l'heure. Le film ressemble beaucoup à The Gate aussi. Il y a un truc de The Gate. Hein. J'ai pas revu les deux films côte à côte pour le certifier, mais il y a un feeling en fait très années 80, une saveur, et c'est très conscient. C'est peut-être ça aussi le problème du film. Et c'est pareil, il souffre aussi probablement de moyens. Mais il y a du cinoche dans The Hall. Hein. On n'aime peut-être pas toute l'œuvre, mais il y a du cinoche comme dans Beverly Hills Ex. Peut-être qu'on aime, on n'aime pas, mais il y a des moments de cinéma vraiment très forts. Tu retrouves du Joe Dante, tu vois. Là-dedans, c'est plus compliqué, tu vois. Bah À déjà, mon sens. est-ce que le choix de mise en scène, on peut commencer par là, pour peut-être plus thématiquement. C'est-à-dire quand il en parle, t'as l'impression qu'il a découvert le feu. Ils étaient dans le making of et tout ça, et t'as envie de dire, mais en fait, c'est déjà fait depuis des années et des années. Genre, oui, il y a le chaos, on va faire tout caméra à l'épaule. Et c'est vrai que c'est unique dans cette série qui est parfois plan-plan ou parfois très classique. Et lui, il a choisi un peu le truc entre guillemets moderne, mais j'ai envie de dire, même en 2006, c'était déjà un peu genre. Je sais pas ce que t'en penses, Tala, du coup, parce que c'est vrai que du coup, ça fait pas très Joe Dante comme mise en scène. Et en même temps, c'est ce qu'il recherchait. Bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect quelqu'un qui a roulé sa bosse et qui l'a roulé depuis longtemps, si tu veux. Donc, il a des habitudes, voilà, tourner en péloche toute sa vie. Il a des habitudes de films de studio. Et puis, bah, là, il essaye, quoi, tu vois. C'est peut-être probablement sans grande conviction, hein, parce que ça se ressent, je crois. Donc, non, non, et voilà, ça fait chier parce que c'est un cinéaste que j'adore. Et on parle du film, de son œuvre que Ah j'aime mais le moins. écoute, Donc, dans le podcast, nous c'est un peu embarrassant. on a pris des claques dans la gueule, tu vois. On voit The Ward de Carpenter, on n'aime pas The Ward de Carpenter, mais il faut bien en parler. Ah, j'aime bien, Donc, ça. J'aime bien The War de Carpenter. ah bon bah, tu seras un prochain invité pour défendre ce film. Donc Jérôme, cet épisode. Alors moi j'étais content d'entendre quelqu'un défendre enfin The Hall et défouler. Et par contre, Mais vous êtes nombreux à défendre The Hall parce que Mais j'ai je sais, l'impression mais c'est que bien, quand je dis c'est que je bien. déteste, je suis le seul. Mais t'es tout seul, c'est très bien. très bien. T'es dans ton coin. Par contre, moi, bon, par contre, The War de Carpenter, ça, j'ai plus de mal à le défendre. Donc, moi, c'est un épisode, en fait, que j'avais gardé un bon souvenir. Honnêtement, je m'étais dit, tiens, ce film-là, je me souvenais un petit peu, je savais que je l'avais bien apprécié le premier visionnage. Je l'avais jamais revu depuis, évidemment, encore une fois. Donc ça a été pour moi une façon de se replonger dans cet univers un peu anxiogène, ambiance un peu apocalyptique, qui sombre peu à peu dans le chaos. Mais heureusement, on n'est pas dans la terre de Zamanré de Dario Argento, on reste quand même chez Joe Dante, merci. Il y a quand même une façon de présenter les choses de façon assez progressive, qui est assez prenante. Donc moi, dans mon esprit, ça restait fidèle à mon esprit d'appréciation que j'avais eu du métrage. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprécie ce que je vois, j'apprécie cette montée de tension qui se crée petit à petit. Il y a des fulgurances en fait qui ont été trahies dans ma mémoire, c'est-à-dire qu'il y a des séquences en fait choc, les séquences un peu violentes du film. Je les avais un peu oubliées. Je pense que la première scène d'introduction, je l'ai mélangée avec celle du métrage de Toby Hooper, parce qu'en fait, effectivement, on a un petit peu des séquences qui sont quelque part jumelles. Ici, il y a des séquences chocs dans lesquelles, dans mon souvenir, c'était encore plus mouse, c'était plus fou. La scène de l'avion, par exemple, dans mon souvenir, c'était plus violent. Et quand j'ai revisionné le métrage pour le podcast, je me suis dit, ah non, en fait, finalement, mais ça reste quand même petit bras, ça va pas aussi loin que j'avais espéré. Dans mon souvenir, le film était meilleur. Voilà, donc c'est un métrage que j'aime bien, que j'apprécie dans son ensemble, dans lequel je suis assez pris dans l'histoire. J'aime beaucoup Elliot Gould, contrairement à Thibaut, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. Moi j'adore Elliot Gould, hein, l'acteur. Je sais. Épouvantable Oui, dans celui-là. mais Non, moi, mais... oui, mais moi, si tu veux, il m'a rappelé. En fait, j'ai eu l'impression de voir le père de famille dans The Big Hit. Je le citais tout à l'heure pour rigoler parce qu'il m'a fait énormément penser au papa de Christina Applegate dans The Big Hit avec Mark Wahlberg et Lou Diamond Phillips, que je conseille à tout le monde tellement c'est fun comme film. Mais voilà, en fait, j'ai eu l'impression de voir la même partition. Ça m'a amusé de la voir ici. Et c'est un métrage en fait dans lequel voilà, il y a des scènes qui pour moi sont vraiment excellentes, en deçà du souvenir que j'avais d'appréciation de l'époque quand je l'avais vu la première fois. Donc dans l'ensemble, voilà, c'est un métrage que j'ai apprécié de revoir, mais qui ne va pas aller aussi loin qu'il aurait fallu qu'il aille, qui pâtit de ses nombreux petits défauts, ses nombreux petits scories, et qui pâtit aussi, peut-être on en parlera après, de cette patine visuelle un peu hasardeuse, qui pour le coup ne m'a pas non plus trop heurté, parce que je sais que je suis devant un produit télévisuel, donc je suis pas là en train de me dire oh mon dieu, non, c'est pas un film qui est sorti au cinéma de toute façon, donc je vais pas m'acharner sur la patine visuelle du film quand je le ferais si c'était sorti en salle par exemple. Mais voilà, il y a quand même des petites choses qui ont gâché un petit peu la fête, mais ça reste dans l'ensemble un épisode que j'ai plutôt apprécié. Voilà, c'est pas sur le haut du panier, on en reviendra après à la fin. C'est nettement supérieur à Vaux tout crève,
Votre Crash, je n'ai pas du tout supporté les personnages. Il y a plein de choses qui m'ont agacé dedans. Le rythme, l'histoire qui n'allait pas vraiment quelque part et qui m'intéressait pas spécialement, ou à la fin j'en avais un peu marre. Ici, il y a une progression, il y a une tension, il y a des moments que je trouve beaucoup plus prenants. Et voilà, il y a des séquences à l'aéroport, même la partie finale, je la trouve assez anxiogène quand elles se travestissent, tout ça, les femmes se travestissent et tout. Il y a des choses que je trouve vraiment très appréciables dans ce métrage. Et c'est vrai que c'est un film qui aujourd'hui a beaucoup de retentissement dans l'actualité de maintenant, en tout cas dont on parle beaucoup. Donc sinon c'est un film que je trouve quand même très intéressant. Mais voilà, il est, comme je l'ai dit, en deçà du souvenir que j'avais eu de mon premier visionnage. Oui, non, ce qui est fascinant, c'est surtout que c'est une histoire qui date de 77, qui est réalisée en 2006, et qui a encore écho en 2024, ce qui montre un peu l'épouvantable société dans laquelle on vit. Je dis ça avec un sourire, mais ça me débecte, hein. Mais c'est fou à quel point ce film est actuel et fait mal, là où ça doit faire mal, même si je pense que le film ne sait pas trop où se positionner vis-à-vis de certaines choses, pas en termes, disons, de morale, mais plus en termes d'explication et de comment représenter cette folie. J'ai l'impression qu'il essaye des choses, mais qu'il les assume pas totalement, alors que dans la nouvelle, l'attirance sexuelle est à 1000% affirmée et dite, c'est-à-dire que c'est les pulsions sexuelles des hommes qui sont complètement désinhibées, qui manquent pas que grand chose pour que les hommes, en fait, en viennent aux mains, parce que leur désir sexuel est permanent surtout, et même le héros, il y a une scène très troublante, la scène de l'aéroport, où il commence à penser au corps de sa fille, et ses propos se mélangent avec les propos qu'il a sur le corps de sa femme. Et il y a un truc, voilà, très dérangeant, et c'est pour ça que je dis extrêmement bien écrit, mais il y a ce truc qui traverse ces époques, c'est l'oppression des femmes, quoi. Et ce film est une satire de notre société, où, oui, il suffit de pas grand-chose pour qu'en fait ça se transforme en carnage, et où les féminicides se comptent par milliers, en particulier aux États-Unis, dans des États en plus très conservateurs. C'est pour ça que c'est drôle, ça commence au Texas, en Floride, etc., sur la fameuse ligne des tropiques, comme nous explique Elliot Gould. Ça, pareil, un élément qui sera jamais vraiment expliqué. J'ai toujours pas compris pourquoi ça avait une importance que ce soit cette ligne. Visiblement, voilà, les envahisseurs traversent en ligne droite. C'est comme s'il y avait une migration quelque part, hein, tu sais, migration naturelle. Oui, mais après l'explication du twist, c'est là genre, pourquoi en fait, du coup, c'est ça le problème, c'est que le film est très bancal. En fait, je me positionne entre vous deux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que je trouve subtiles, il y a des choses que je trouve pas du tout subtiles et horribles. J'ai pas passé un bon moment devant et j'ai dû le revoir une deuxième fois quand même. C'est la première fois que ça me fait ça dans cette série. Je l'ai vu 2 fois aujourd'hui parce que c'est un film qui m'a laissé trouble, vraiment. C'est un épisode très frustrant parce que d'une part Joe Dante, tu dis il mérite mieux que ça, et c'est un peu la tragédie, on va dire, de cette grande carrière qu'il a eu, de finalement de pas pouvoir tourner autant, et à chaque fois que tu le vois tourner, enfin là pour le coup on le voit tourner et puis on voit un truc qui est pas là où on l'attend en fait. Et l'autre chose, c'est aussi sur le sujet, c'est-à-dire que c'est de la même façon, le sujet qui est brillant, on va dire, aurait mérité un vrai traitement. Ah oui, un long métrage, c'est pour bien ça, sûr. pour moi, ouais, et puis un long métrage et un script bien tenu, quoi. Pour moi, c'est que de la frustration, ce truc-là. Et au-delà du visuel, voir Joe Dante dans un univers visuel qui ne lui correspond pas, bah, c'est pareil, il y a quelque chose qui marche pas. C'est que de la frustration. Soit c'était pas du tout du plaisir de revoir cet épisode. Déjà, c'était très décevant de le voir la première fois parce que saison 2, la première saison était globalement plutôt bonne. C'est le souvenir que j'en garde. Cette saison 2 commençait par, je crois, en tout cas au début de saison, il y avait Pro-Life de Carpenter, justement après Cigarette Burns qui était exceptionnel. Tu tombais sur Pro-Life, tu dis oh là là, et tu te dis ça, mais c'est t'attends un nouveau Carpenter comme un Messi parce que c'est pareil, Carpenter ne tourne plus. Et tu vois cet épisode-là et tu dis ah putain. Et puis pareil après tu vois le temps et tu dis ah mais merde. Et de souvenir, je crois que la seconde saison, je ne suis même pas sûr d'avoir terminé tellement en fait ça allait de déception en déception en fait. Et tu sentais peut-être le côté expédié de cette production, où j'imagine, ou peut-être, où on suppose que il y a peut-être moins de budget, moins de temps que dans la première pour tourner, parce que peut-être les chiffres étaient pas à la hauteur de leurs attentes, et en tout cas l'audience. Et après, ce qu'il en reste, c'est un petit miracle, parce que autant cette réunion de réalisateurs, autant l'opportunité de donner à Joe Dante, à Carpenter, à d'autres, cette possibilité de tourner encore des petites histoires, même on parlait tout à l'heure d'Argento, hein, je crois que c'était une période où il était vraiment
tournaient pas trop, ou alors c'était des films irregardables, quoi. Et là, ça donne au final une série qui est un petit miracle, parce que c'est fini le temps de l'anthologie dans les années 2000, les anthologies d'horreur, il y en a pas beaucoup. Je me dirais, il y en a pas beaucoup plus aujourd'hui. Il y en a, ça continue, mais chaque fois qu'on voit une anthologie, c'est vraiment des séries ou des films qui sont faits pour une niche de la niche, si tu veux. Parce que même, je pense que les amateurs de genre ne courent pas voir des anthologies. Enfin, c'est un héritage d'une époque. J'ai appris que VHS, on était à son 8e film, par exemple. J'étais là, il y a eu 8 VHS. Oui, oui, mais VHS, ils ont leur logique économique, si tu veux. Je pense qu'ils se retrouvent parce que ils ont des budgets types, que les premiers films en ont fait les frais d'une certaine façon, mais surtout que c'est des films qui se vendent très bien à l'international. C'est-à-dire que bon an mal an, moi je pense pas qu'ils croulent sous l'or en faisant un VHS, en tout cas pas les premiers, mais qui doivent se retrouver. Et finalement, c'est des films qui deviennent plus ou moins rentables de par leur économie. Donc c'est un prototype qu'ils ont appris à muscler, si tu veux. Là, c'est trop le cas. Tu sais, Mick Garris, c'est pareil, il est déjà, et je sais pas, il a déjà 60 ans et quelques au moment où il se lance sur ce projet-là. Donc, c'est un hommage général à une époque, je crois, principalement. Et c'est un miracle que ça existait dans la télévision. Ça m'étonne pas avec du recul, et je le regrette qu'il n'y ait pas eu de troisième saison. Je crois qu'il y a eu Fear Itself après, c'est ça? Oui, J'ai voilà. pas vu, hein. C'est Fear ça, mais Itself, c'est la troisième saison officieuse. c'est ça, à cause des problèmes de droit et problèmes avec les producteurs. Mais oui, enfin, de toute façon, c'est la seule anthologie où chaque réalisateur a eu son mot à dire. À la télévision, c'est impossible. Même dans les Contes de la Crypte, où il y a des grands réalisateurs et qui s'amusent, il n'y a pas l'identité du réalisateur. Encore, et encore. Tu regardes le Zemeckis de la saison 1. Ouais. Mais Oui. Mais Oui, même Amazing Stories, tu voyais vraiment la patte. Bon, Amazing Stories, c'est plus proche peut-être des Maîtres de l'horreur parce que c'est plus porté par le cinéaste qui fait l'épisode. Et c'est très juste ce que tu dis. En tout cas, aujourd'hui, dans les anthologies, c'est peut-être plus compliqué de voir l'identité des cinéastes, même si certains sont invités justement pour y mettre leur patte. C'est juste que les économies de ce genre de produit a très vite des limites, en fait. Et je pense que c'est très compliqué pour les cinéastes de faire ces films-là, quoi. En fait, tu citais Amazing Stories, c'est marrant parce que moi je le voyais plus comme quelque chose vraiment emprunt de la marque Steven Spielberg, tu vois, le côté Amblin était bien dedans, même si certains cinéastes comme Clint Eastwood, tout ça, avaient apporté quelque chose propre à leur univers, etc. Mais j'avais le sentiment quand même qu'il y avait un côté très magique, très doux, très poétique parfois, rarement effrayant. Oui. On est plus proche vers quelque chose on est plus proche de la poésie que de l'épouvante rigolarde à la Conte de la Crypte, par exemple. Je trouve que Masters of Horror se rapproche plus de l'univers le horrifique pur et dur. Amazing Stories, pour moi, c'est l'opposé des Contes de la Crypte, carrément. Ça reste de l'anthologie fantastique. Mais je te rejoins, hein, c'est un exemple, peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pris, mais en tout cas, oui, c'était un exemple où tu pouvais ressentir, alors c'était empreint de Spielberg, tu as complètement raison, mais tu pouvais sentir par moments l'identité de certains cinéastes qui passaient par là, quand ils étaient justement porteurs d'une empreinte, quoi. Mais donc, pour revenir à l'épisode, moi en fait, aussi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai revu cet épisode, c'est le côté X-Files. C'est-à-dire que ça aurait été, honnêtement, un excellent épisode de X-Files, parce que déjà, ça aurait ancré ça avec des personnages qu'on aime suivre. Et quand on revoit la saison 1 de X-Files, on pense à l'épisode 1, l'épisode 3, qui confronte Mulder et Scully aux extraterrestres pour la première fois. Et en plus, comme c'est tourné au Canada aussi, X-Files, j'avais l'impression de voir la même forêt. J'étais là, mais en fait, c'est X-Files. C'est un épisode d'X-Files qui aurait bien collé avec ce côté un virus. Est-ce que c'est un virus? C'est pas un virus? Ah non, en fait, il s'agit d'une manière de détruire l'humanité, d'envahisseurs, quoi, des exterminateurs. Mais bon, pour revenir à l'épisode, je pense que le visuel, on en a assez parlé. X-Files était mieux produit, c'est pareil. Ils avaient, je pense ils avaient cette gymnastique de connaître leurs limites à force de faire des épisodes. Là, je pense que c'est pas une série très bien produite dans son ensemble, hein. Enfin, il y a des pépites, hein, dans ces 2 saisons, hein, c'est indéniable. Mais quand tu vois cet épisode-là, pour moi, c'est vraiment symptomatique de quelque chose qui est pas bien produit. Mais je vais pas revenir donc sur l'image HD cheap. Je vais revenir
sur l'intrigue, parce que oui, là on parle quand même, enfin on dérive du sujet, etc. C'est quand même la guerre des sexes, le truc d'hommes qui frappent, qui tuent des femmes, des féminicides par milliers dans des villes, et un mystère qui se construit autour de ça. Quand on fait l'état des 20 premières minutes, donc il y a une intro qui se passe en juillet au Texas, une femme découvre que son voisin nettoie du sang, en fait il a tué sa mère, sa femme, sa fille, il dit avec le sourire que le Seigneur lui a dit de tout nettoyer. Et puis, un mois plus tard, en août, on nous présente une femme battue par un mari de plus en plus absent qui se confie donc à Anne, notre possible héroïne, même si effectivement, la première partie du film, tu ne sais pas si tu dois suivre Alan ou Anne, c'est un énorme problème dans le scénario, tu ne sais pas trop quoi penser de ce couple et qui on va suivre. Et ensuite, il y a les retrouvailles, parce que lui est parti en expédition, parce qu'il traite, donc il est épidémiologiste, et il traite donc de maladies, avec notamment donc cette invention qui a été faite d'introduire des mouches stériles parmi une communauté de mouches qui polluaient la région, qui tuaient des espèces entières et même qui pondaient des œufs dans des humains. Et ils ont introduit donc des mâles stériles, et ça a fait toute une série où en 3 générations il n'y a plus de mouches comme ça. Et donc c'est un peu ce qu'essayent de faire les exterminateurs avec la race humaine, ce qui est pas non plus une mauvaise idée, encore une fois, pas une mauvaise idée d'invasion extraterrestre. Mais donc on a les retrouvailles entre ces deux passionnés qui s'aiment, qui vraiment se jettent dessus. Et finalement on a le premier sexe et gore de Joe Dante depuis ever. Enfin je veux dire, hurlement, un peu de tension sexuelle, mais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de scène de sexe explicite, mais gore, mais c'est la première fois qu'on voit, oui, des scènes aussi crues, que ça soit de violence ou de sexe, et c'est aussi l'une des rares fois dans la série où il y a une scène de sexe consentie entre 2 personnages, plutôt chaleureuse, plutôt sympathique. Moi j'étais là, ah putain, enfin un couple qui s'aime dans cette série, c'est pas juste sursexualisation de la femme à travers le prisme du male gaze et de l'hétérosexualité, même si il y a un peu ça, mais on sent que Joe Dante est plus intelligent que ça. On nous introduit plein de trucs, donc on nous introduit les fils d'Adam à la télé, donc qui sont des fanatiques religieux, qui semblent utiliser les féminicides comme des prétextes pour servir leur dieu, purger la terre des femmes, parce qu'en fait le mâle est l'homme choisi dans la Bible, de toute façon c'est l'homme choisi, parce qu'évidemment le patriarcat remonte jusqu'à la Bible quand on essaie d'analyser ça culturellement. Ève est bien sûr la fautive. Et puis il y a l'introduction d'une étrange étoile filante dans le ciel, enfin il y a plein de choses, donc on se retrouve à 20 minutes de film. Et là, il y a le plus gros problème de l'épisode et du scénario dont on a beaucoup parlé, c'est il y a tellement d'idées. Il y a tellement d'idées. Ça fait penser à Contagion de Soderbergh, mais s'il avait essayé de faire ça en 40 minutes, c'est genre, mais c'est impossible. Quand tu utilises ces trucs où on va montrer et les scientifiques, et les militaires, on va partir avec ce personnage, on va suivre et la mère, et le truc. Et en fait, le problème, c'est que, alors, il tourne en HD, donc le budget permet beaucoup de latitude, je pense, au niveau des décors. Je pense qu'ils ont eu beaucoup plus de budget. Je parlais de David Fincher, je pense qu'il a fait un bon travail avec ce qu'il a dans ce cadre de la série, parce qu'il y a vraiment beaucoup de décors différents. Mais ouais, il y a tellement d'idées au niveau du script, je vais juste faire la liste de choses qui parfois sont pas résolues. Mais donc il y a ce truc, cette notion de titillation sexuelle, qui fait passer les hommes à l'acte, sauf qu'en fait, la plupart des actes qui vont suivre dans le film ne sont pas des actes liés à des connotations sexuelles. Il y a une scène dans un avion, où il y a 2 femmes qui meurent, et la deuxième meurt parce qu'elle est hystérique dans l'avion, elle fait une crise de panique, et le steward la tue, avec un petit côté humour noir, quelqu'un qui lui dit « Ah bah merci, j'en pouvais plus », et t'es là, aucun rapport avec le sexe, du coup, et du coup, je ne sais toujours pas si c'est, dans leur tête, un prétexte, ou si c'est une des nombreuses raisons. Alors on comprend évidemment que les hommes sont de toute façon voués à sexualiser et objectifier les femmes dans notre société, de toute façon c'est le cas. Il y a cet interrogatoire de Bella qui va demander à un soldat ce qui s'est passé au strip club, et en fait même lui en fait a un espèce de regard sur sa poitrine. Enfin, on comprend que de toute manière les hommes sont voués à faire ça, mais le problème c'est qu'il y a certains meurtres dans le film qui sont commis sans ce lien au sexe. Oui, pour moi en fait l'impression que j'ai eue c'était que ça exacerbait toutes les remarques, tous les défauts que les hommes pointent sur les femmes. Ce côté de passer trop de plomb dans les toilettes, le fait de s'énerver pour rien, le fait que l'homme ait du désir pour une femme, qu'elle le rejette, qu'elle ne veuille pas, etc. J'ai eu le sentiment qu'en fait, il l'appuyait sur toutes les choses. Tu sais, tu te rappelles des fameuses bandes dessinées, tous les défauts des mecs, tous les défauts des femmes. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de parodie trash, une parodie un peu cruelle de ces petits segments, de ces petites scénettes, ces petites vignettes humoristiques. Sauf que là, c'est mis à la moulinette Joe Dante,
humour noir, caustique. En gros, tout ce qui agace les hommes, ça va les pousser en fait à les massacrer. Ça va pousser à massacrer Mais les je suis femmes. pas vraiment d'accord. Hein. Ah, moi, j'ai le sentiment que Parce j'ai que eu. ça, tu peux le citer dans 1 ou 2 meurtres, mais il y en a certains, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste de la sexualisation. Pas forcément de la sexualisation, non, Oui, mais certains, ça naît des fois d'une certaine... Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, en fait. Pour mais moi, c'est un problème, parce que du coup, il n'y a pas de logique interne. Bah, non, il n'y a pas une... Enfin, comment dire, c'est pas une certaine logique. Ça appartient en fait à un dérèglement total du fait que les hommes, en fait, vont massacrer les femmes pour tout ce qu'elles représentent, tout ce qui agace les hommes chez elles, etc. Et je pense que c'est une réponse violente à tout ça, tout simplement. Donc en fait, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, mais finalement, alors c'est vrai que c'est le défaut du film, ça ouvre plein de portes, ça ouvre plein de possibilités, mais il n'y a pas vraiment un lien concret, il n'y a pas vraiment de fondation, de base assez logique, et c'est vrai que toi, en tant que spectateur, je peux comprendre aussi, t'as envie qu'il y ait une chose plus structurée à tout ça, alors que c'est plus le bordel dans le métrage. Mais je peux J'ai comprendre, l'impression moi. qu'il n'y a pas vraiment de réponse, en fait, que la réponse, en fait, est plus, vu que ça ponctue le film, c'est sur cette révélation finale. Mais c'est peut-être en fait ça, c'est qu'il y a la notion d'expérience. Non, mais tu vois, un truc à la Dark City, tu vois, où il y a, ou à la Zardoz, tu vois, où il y a une expérience faite sur une frange ou sur la population par autre chose, tu vois. Par des extraterrestres, tout simplement pour dire le mot, quoi. Et c'est peut-être ça, en fait. Finalement, ça tient que à ça. Mais oui, il a raison. Il a raison, Talal, bien sûr. C'est en fait, ils se sont dit, tiens, sur ce coup-ci, là, ce mec-là, on va lui faire péter les plombs parce que l'autre, elle fait ceci, etc., etc. C'est tout. Non, c'est ça. mais genre, j'ai très bien compris. Je trouve ça nul, en fait. Je trouve ça nul parce mais non, que c'est très bien. quand il y a Ouais. une piste aussi évidente et incroyable d'explorer comme la sursexualisation et le désir permanent des hommes et tout ce truc-là satirique à faire, après c'est trop facile de dire non mais pour la vanne là il va juste lui tordre le cou parce qu'elle est hystérique et c'est genre Mais- bah non bah, ça marche pas pour moi. Mais c'est pour ça que je pense que même eux ne croient pas en ce qu'ils font, en fait. Je dis eux, le réalisateur comme son équipe, en fait, qui est en train de tourner et de monter le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, ils se disent screw this à l'américaine et voilà, tout part en cacahuète et puis on va même ajouter ça. Mais si on se tient strictement, parce qu'il y a finalement beaucoup de choses et pas tant de choses que ça au final, parce que ça tout s'annule en fait. À mon avis, c'est ça le problème de cet épisode, c'est que à force de bonnes idées qui sont pas exploitées, elles s'annulent. Et finalement, on garde ce goût un peu amer dans la bouche. Bah, on retient ce truc de fin avec les extraterrestres où tu te dis, bah voilà, en fait, c'était probablement une expérience. D'ailleurs, ça correspond. Hein, je crois quand ils voient la comète dehors au début de l'épisode, bah, c'est là où ça commence à partir en cacahuète. Finalement, ça n'a rien à voir avec les mouches. Contrairement, je pense au bouquin où je pense que les extraterrestres n'existent même pas. Ah si Tu c'est ça hein. Ouais, c'est la même chose. Hein. Ah, donc tu dois avoir des réponses alors, tu dois avoir En fait, c'est que les qu'on réponses n'a que je vous donne, c'est que dans la nouvelle, c'est purement axé sur la sexualisation. On va vachement là-dedans. Et c'est pour ça que dans le film, parfois, ils trahissent ça pour le plaisir d'une scène, etc. Mais c'est pas une trahison, c'est qu'il a voulu aller ailleurs, tout simplement. Il a voulu pousser le truc plus loin. Pourquoi c'est une trahison? Il a fait son adaptation de la nouvelle, il s'est dit, tiens, je vais pas faire que la sexualisation. Évidemment, mais en fait, du coup, quel est le virus? Parce que pourquoi ça passe à 90% dans la sexualisation et parfois non? Enfin, parce que pour moi, c'est l'expérience et les extraterrestres qui font un peu, ils se font un non, peu. mais dans autre le exemple, game, si quoi. tu veux, je vais aller sur d'autres exemples. Vas-y. Il y a un moment donné, un homme s'automutile avec un tesson de bouteille. Ça n'a aucun sens. Enfin, du coup, est-ce que cette violence se retourne contre eux ou est-ce que c'était un masochiste qui se sert ça pour se faire plaisir? Ça n'a aucun sens. C'est cet élément-là de l'épisode. J'étais, mais attends, on va où là? Parce que en fait, le problème aussi, c'est que l'épisode de Toby Hooper qui est très similaire part d'un cocon familial et on suit ce cocon familial et on est avec eux. Là, ça part tellement dans tous les sens. Au bout d'un moment, t'es là, ok, il y a une scène choc, donc la scène du strip club qui marche très bien. Hein. C'est une scène choc où t'es là, genre waouh, ça part complètement en vrille. Joe Dante avec sa petite caméra DV fait plein de trucs, caméra HD fait plein de trucs, Une scène très puissante. On est mais totalement il y a d'accord. des scènes puissantes comme ça. Mais Ouais. en fait. C'est juste que c'est ce que je dis intellectuellement, je suis toujours à l'écart du film en me disant mais je comprends plus où ils veulent en venir. Tout comme cette association des fils d'Adam mentionnée 2 fois, on les reverra plus jamais, mais cette notion de Dieu et des anges. Alors ça, c'est là où le truc m'a complètement perdu, c'est que ça installe un sentiment religieux où plusieurs personnages dans le film, le maire de la ville, un enfant de un braconnier, de chasseur vers la fin du film, parle d'anges. On a vu les anges, est-ce que vous avez vu les anges, etc. On comprend à la fin du film que les anges sont les extraterrestres. En revanche, les 2 chasseurs, ils réagissent comme s'ils n'avaient jamais vu les extraterrestres à la fin du film.
ils réagissent comme si c'est la première fois qu'on les voit. J'étais là, attends, Oui. non. Il y a un problème. Là, Il y a un problème. Il y a un problème, messieurs, d'accord. dames, il y a un problème. Des extraterrestres qui, balancent des lasers immondes avec avec leurs paumes. Passons. Mais là, je me suis dit, ok, il y a un énorme problème interne au film, et c'est, est-ce que les hommes voient les extraterrestres qu'ils interprètent comme des anges, et c'est un peu le mauvais diable, enfin c'est un diable qui leur parle et ils pensent que c'est Dieu, hein. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est genre, c'est-à-dire, vous voyez les anges, vous voyez pas les anges, les hommes voient les anges. Et Larry Pourquoi Cohen, mec, rappelle-toi God Told Me To, Larry Bien Cohen, Meurtre sous contrôle, c'était pareil un peu aussi, une sorte Mais il y avait une d'ange logique interne d'un hermaphrodite. homme, il y a vraiment un Oui, homme oui, qui oui. leur parle, blablabla. Là, c'est genre, certains voient les anges, certains voient pas les anges, donc les religieux voient les anges. Enfin, vraiment, scénaristiquement, c'est ni fait ni à faire. Il a péché par gourmandise, à mon avis. Il a trop voulu en mettre, trop Mais voulu oui, en faire. il voulu- veut faire une Voilà, je satire suis d'accord, là, de d'accord. la société, mais il veut faire aussi une satire religieuse, parce que ça parle évidemment des dérives de certaines religions dans le film, de cacher le corps des femmes pour éviter toute tentation, et ça devient finalement ça, hein, la société s'adapte, où c'est aux femmes de changer, et du coup elles mettent un bonnet, elles commencent à mettre des vêtements amples dans la deuxième partie du film, elles se même déguisent en homme dans... alors elle est incapable de se couper les cheveux par contre, hein. Là ça se voit que c'est un gros problème de continuation, c'est genre le premier truc à faire, se couper les cheveux, elle dit bon allez, je garde quand même mon petit truc. Il n'y avait pas de budget. Il y a pas de budget, elle se met une fausse barbe d'homme. Elliot Gould lui dit attends, je vais te faire une barbe de 3 jours, j'ai même pas vu cette barbe de 3 jours, enfin j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, comme en fait il y a beaucoup d'éléments dans le film qui ne marchent pas, et où tu te dis mais attends, la logique interne, une fois que t'as le twist des exterminateurs, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que certains utilisent ces anges, pensent vraiment que c'est des anges et pas des extraterrestres, ok, mais dans ce cas-là, qui les voit pas, qui leur ordonne? Ils disent que c'est la voix de Dieu, donc c'est-à-dire qu'ils les entendent tout le temps. Enfin, il y a plein de trucs où t'es là, je comprends pas la C'est logique. pas très clair là-dessus, on est bien d'accord, il y a un énorme problème de narration, il tient pas trop son film comme il faut à ce moment-là, on est d'accord que ça part un peu trop en sucette, parce qu'il y a des moments où c'est passionnant, ça donne beaucoup d'idées, ça donne beaucoup de concepts, mais au final, à l'arrivée à la fin, tu te dis, mais oui, mais en fait, alors finalement, c'était comment cela se passait, comment cela se déroulait-il? On n'a pas toutes les solutions, et c'est là qu'on se dit que oui, il y a quand même de sacrés défauts dans les bases, hein, évidemment. Entièrement d'accord avec toi là-dessus, c'est clair. C'est ce qui tire un peu le métrage vers le bas. Oui, et la satire sociale est sous tes yeux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé depuis les années 70, elle est encore actuelle en 2020, il y avait un énorme truc à faire. L'une des scènes marquantes du film, c'est la scène des ouvriers, j'aime bien cette scène. Est-ce que les ouvriers sont sous influence, ou est-ce que c'est juste le monde réel? Mais en fait, le film aurait dû rester Et là-dessus. le film aurait dû être ça. Oui, parce que ça aurait dû laisser de la tension à chaque fois. Bien Est-ce sûr. qu'ils sont en train de vriller, ou c'est juste un mec male gaze classique, agressif? Classique, Voilà. on dit ça avec guillemets, c'est horrible, Oui. mais oui, j'aurais bien aimé que ça soit ça le film, c'est-à-dire on est dans le monde réel des femmes, c'est-à-dire que c'est oppressant, c'est agaçant, on est tout le temps objectifié par des hommes. Est-ce que ces hommes peuvent passer à l'acte, ou est-ce que ce sont simplement des hommes? Et dans cette scène, il y a cette nuance, est-ce que l'ouvrier va passer à l'acte? Et en fait, c'est l'homme à la voiture derrière qui passe à l'acte. Et cette espèce de, pas de suspense ça, mais de côté genre ambigu, de putain, dans quel monde on se trouve? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en fait toujours dans ce monde? Marche le temps d'une séquence ou deux, c'est tout. Oui, C'est tout. c'est les meilleures séquences du film. C'est meilleur, Celle-là, mais elle est géniale. bien sûr. honnêtement. Et après Sam Hamm, alors avant de revenir sur l'intrigue, pour essayer de combler les trous, parce qu'il faut qu'on parle aussi de Jason Priestley, de ce rôle enfin complètement naze de Alan, mais Sam Hamm, dans une interview, parlait même d'une autre réflexion qui est pourquoi les hommes regardent cette série. C'est-à-dire qu'avec Joe Dante, ils ont parlé de est-ce que finalement nous on participe pas en faisant les maîtres de l'horreur à cette série? Pourquoi les hommes regardent? Pourquoi prennent-ils satisfaction à voir des actes cruels sur grand écran? Un côté self-aware à l'épisode. C'est là où tu te dis, est-ce que l'épisode réalisé par Mary Harron n'aurait été pas 100 fois plus intéressant? Réalisé par une femme qui a en plus traité de ce milieu Antonia grotesque d'hommes et de sexualité entre les hommes et de violence entre les femmes. American Psycho est finalement la version géniale de cet épisode. Mais ouais, je sais pas, genre on balance beaucoup de pistes à l'âle, je sais pas si tu veux essayer de raccrocher les wagons, mais toi tu penses quoi de ce côté, oui, self-aware de non mais en fait on a voulu faire un épisode sur le fait que les amateurs de cette série sont majoritairement des hommes, on le voit dans cette saison 2 que c'est très axé aussi masculin et public masculin, et finalement on voulait aussi leur faire poser des questions à eux-mêmes. Je trouve pas que ça soit la meilleure raison de faire cet épisode. Ouais, alors c'est comme tout en fait, tout n'est pas tenu parce qu'il y a beaucoup de choses et ça s'annule au final, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est très possible hein, que ça soit conscient de la part de Joe Dante parce que c'est quelqu'un comme ça. Je le connais dans le privé et c'est quelqu'un attends, qui est c'est très... maintenant que tu nous dis ça? Bah, après, on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, de passer du temps avec lui. Et je sais que c'est quelqu'un qui a cette conscience-là.
qui a une vraie conscience de démocrate américain et comme je disais ancien punk. Hein, c'est un héritage en tout cas qu'il aurait cultivé dans les années 2000, bien avant tous les sujets qui se passent aujourd'hui dans ce genre-là, et que ça ne m'étonne pas que ça soit le cas, quoi, que ça soit sincère en fait. Mais après voilà, c'est comme tout, c'est pas abouti malheureusement, assez vide en fait, très riche, paradoxalement très riche, mais au final un peu vide. Donc ce truc d'être conscient, de juger le public principal du film d'horreur, qui en tout cas une frange qui pourrait être des mecs qui veulent voir des nanas se faire dézinguer. Bah ouais, ces gens existent, et les mettre face à leurs responsabilités. Alors c'est un sujet intéressant. Je suis sûr que d'autres cinéastes se sont collés à cette thématique auparavant. Là, comme ça, il y a personne qui me vient en tête. Mais ouais, oui, c'est clairement un truc intéressant. Mais c'est vrai que le côté vide, je trouve, se reflète pas tant dans le personnage féminin, qui est plutôt bien incarné, j'ai bien aimé l'actrice, j'ai bien aimé son évolution, ce qu'elle défendait, mais par le personnage masculin d'Alan, qui, toute la partie scientifique, c'est un peu code votre crève, ça traite, t'as pris un sacré coup. Il a un côté soap, hein, Ah Beverly ouais. Hills, hein, Il y a un côté soap, mais malheureusement. même ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire, on va entraîner des soldats en mode Street Fighter, Charlie, Blanca, enfin tout ça, on va montrer ça. Et puis ensuite, non, mais je vais rentrer à la maison. Il y a cette scène de l'avion qui est très marquante, et il y a cette dualité d'homme qu'il a, c'est-à-dire, je suis un père de famille et un mari aimant, je ne vais pas rentrer à la maison. Si tu me vois, tue-moi. Et c'est une dualité très intéressante qui est dans la nouvelle, mais qui est dans la nouvelle très intériorisée. Donc là, ils ont fait une scène de cauchemar, hein, où il s'imagine rentrer une scène de sexe avec sa femme, et en fait, il la tue, et il se réveille dans l'avion où il est en train de serrer sa bouteille de coca. Ouais, il y a ce truc de... En fait, comme on n'est jamais vraiment investi plus que ça par ce rôle et par ce couple, finalement, la grande scène de la cabane tombe un peu comme un cheveu sous la soupe, genre parce que par exemple il lui dit achète un pistolet. ce que fait la femme, c'est attends, avant d'aller à la cabane, on va s'arrêter 2 secondes, on va shooter des bouteilles. Et après j'étais mais attends, ils sont où là? Et après ils reviennent dans la voiture, et ils sont pas encore à la cabane, c'était genre la petite pause pipi. Attends, pendant qu'on fait pipi, on va shooter ce petit gun pour s'entraîner, et puis après on y revient. Et la relation avec sa fille, pareil, c'est très factice, ça marche pas vraiment. Hein. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce couple. Pas. Non, mais c'est parce que ça joue pas super bien aussi. C'est aussi ça la triste vérité. Enfin, tu vois, tu parlais de cette scène de rêve qu'il a dans l'avion. Malheureusement, elle annule la scène de la cabane parce que tu as vu la scène du rêve juste avant. Et c'est monté de façon bizarre. C'est aussi le format qui l'impose, mais il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Et c'est con parce que pris isolément, encore une fois, il y a plein de super idées. Tu parlais de la scène de l'aéroport où il regarde sa fille, cette scène qui est super troublante. Tu parles de la scène de la cabane qui aurait pu être brillante si, j'imagine, ils avaient plus le temps de bien la faire, ou même de mieux diriger les acteurs, ou en tout cas juste caster des meilleurs acteurs. Bon, voilà, il y a plein de... Encore une fois, c'est vraiment, c'est un épisode qui m'énerve. Enfin, ça se voit pas, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un épisode qui m'énerve beaucoup, quoi. Donc je veux bien revenir pour un épisode plus sympa, Allez. si c'est possible. Ou une autre émission que vous faites, hein, mais tu vois, en tout cas, un truc où cette fois, je choisis le sujet. Très bien. Mais non, mais oui, la scène de la cabane, juste Jérôme, on peut en parler. Mais en fait, là, ce qui est symptomatique de cette scène, c'est que après la mère dit la personne qui t'a pris dans ses bras et qui a fait un acte ignoble, ce n'était pas ton père. La personne qui t'a poussé, c'était ton père. Et j'étais là, oh putain, il y avait une nuance dans le jeu que j'étais supposé voir. Non, effectivement, on la sarde pas du tout, parce que Jason Priestley, il est pas connu pour être un bon acteur, c'est certain. Et effectivement, on ne la sent pas. Hein. Ah ouais, pas du tout. Et je me suis posé la même question aussi quand j'ai vu le métrage. J'étais en train de me dire, mais en fait, il a joué non. ça. Non, mais en fait, il le joue pas. C'est juste qu'en fait, dans le dialogue, elle est obligée de l'expliquer pour qu'on comprenne la nuance. Mais en fait, c'est le dialogue qui lui donne la nuance. C'est pas du tout le jeu d'acteur de Jason Priestley. Il est catastrophique. Et puis, je trouve que à force de vouloir faire une ellipse, on perd la scène la plus intéressante du film. La fille qui revient voir son père. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, je veux pas forcément parler de la découverte du cadavre, on n'a pas besoin de le voir, on comprend. Oui. Mais cette scène aurait pu être dramatique, genre vraiment un père qui tue, enfin, je sais pas, il y avait bon peut-être il y avait quelque chose à faire là, il y avait quelque chose à faire, de vraiment terrifiant pour le coup. Oui. Voilà, c'est ça. Pas forcément violent pour être violent, mais juste terrifiant à qui on peut faire confiance. Ouais, avec le jeu des regards, il aurait pu faire une séquence où on le voit ouvrir la porte avec un sourire bienveillant, puis en fait dans le regard on aurait vu une lueur de folie, quelque chose que l'on n'a pas. Au final, non, il n'y a rien.
Et après, le métrage donc part au Canada sur une notion de temporalité. Je sais pas sur combien de temps ça se passe. Il y a des moments où il dit ça fait des semaines qu'on s'est pas vu. J'étais ah bon, ça fait 5 minutes que j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Mais bon, c'est plusieurs mois se passent et elle est au Canada dans une tente de camping avec le bon vieux Edward Good qui est malade et elle essaye d'acheter des médicaments et c'est là où il y a des scènes improbables avec ce trio de chasseurs où on comprend aussi que la maladie commence à se propager aux enfants, qui est dans la nouvelle aussi. Hein, c'est insinué que les enfants commencent à disparaître et là, pareil, hein, cet enfant qui a vu les anges et qui ensuite n'est plus dans la scène suivante avec les 2 chasseurs qui chassent aux beagles, mais avec des beagles. Mais ouais, la partie Canada, moi, je sais que t'as bien aimé ça. Enfin, tu nous as dit, Jérôme, tout à l'heure, que t'avais trouvé ça. J'ai trouvé que c'est là où le film commençait, moi, à me perdre, où j'avais plus le côté viscéral. Je n'y ai pas cru une seconde à cette tente au milieu de nulle part, parce qu'il fallait aller dans le nord. Non, moi, j'étais assez pris dedans, parce qu'en fait, je trouve que ça part vraiment dans un côté survivaliste. Et voilà, c'est la fin du monde. Le monde est gouverné par ces hommes complètement cinglés, qui se mettent à tuer à tour de bras des femmes, qui en parlent comme si c'était du gibier. Et au contraire, j'étais plus pris dans le trip, tu vois, survival, et c'est bien passé, à mon sens, pour moi. Il commence à croiser certains récits, donc l'étoile filante, on comprend, n'était pas une étoile filante, mais probablement le vaisseau. On comprend certains éléments un peu plus subtils peut-être du métrage, mais c'est là aussi où il enfonce le coup avec cette notion de les anges, où on voit vraiment les anges, avec les VFX des maîtres de l'horreur, hein, pas toujours efficaces, avec un design de mouche futuriste féminine, hein, et qu'en fait on comprend pourquoi elles sont sur Terre pour propager un virus qui donc leur parle dans leur tête. Enfin, c'est vraiment un virus très complexe qu'elles ont développé, mais en même temps elles doivent leur apparaître. Enfin, j'étais complètement perdu sur l'apparition des anges et puis un plan final à l'image je trouve de la qualité visuelle de cet épisode, c'est très laid. C'est-à-dire qu'il y a un gros plan sur un œil et là il y a un flashback dans la pupille où on voit une image dans la pupille et ensuite il y a ce grésillement de télé parce qu'on n'en parle pas, mais toutes les transitions entre ces séquences et différentes temporalités, c'est un grésillement de TV années 50 qui est, j'imagine, un hommage dans sa tête à ce cinéma d'exploitation vu à la télé, etc. Ou à quatrième dimension, peut-être. Ouais, quatrième dimension, peut-être, mais où j'étais ce fondu, il est horrible. Ouais, à la fin de l'épisode, je suis perplexe et voilà, comme je vous dis, auditeur, je l'ai revu 2 fois la même journée. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, je suis perplexe complètement sur cet épisode avec des éléments qui m'ont plu, mais grosso modo où je suis là. Mais c'est dingue à quel point ils sont passés à côté d'un truc. Comme le dit Talal, il y avait tellement de possibilités. Et à lire la nouvelle, parce que j'étais forcément curieux de qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle, à lire la nouvelle, je me suis dit, mais c'est tellement propice à refaire un film avec une Karine Kusama, avec une Marie Aaron derrière tout ça pour essayer d'ancrer le truc dans aussi une réalité de point de vue. La Karine Kusama de Aeon Flux. Tout à fait. Merci, oui. Thibaut, très bonne idée, qui a fait des très bons films ici là, mais reste bien sûr. Ah oui, attends, The Invitation, c'est brillant. Pour le coup, merci, monsieur. Super film. Oui. Aeon Flux. Bref, non mais je suis d'accord avec Thibaut, c'est vrai que c'est un métrage que je mets quand même au-dessus du panier dans la saison 2 des Maîtres de l'horreur, mais il est clairement en dessous. Non, par exemple, pas d'accord avec moi, parce que moi, j'ai pas du tout aimé. Non, je sais bien, mais je veux dire, il y a des choses sur lesquelles je te rejoins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film dans lequel il a fait un péché de gourmandise, en fait. Il a trop voulu en faire. On avait l'impression qu'en fait, il s'est dit, ils me prendront pas pour la 3e saison, alors je vais mettre tout là-dedans. Après, ça fait 25 ans qu'il essaye d'adapter cette histoire. Il y a aussi ça, hein. Il a choisi une histoire qui lui tient à cœur et... Alors peut-être qu'il a voulu trop en faire, trop se faire plaisir, mais qu'il a oublié que derrière il y avait des spectateurs, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais voilà, c'est un épisode que je trouve quand même assez plaisant, il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a des séquences que je retiens, qui me restent en mémoire, on en a parlé, on les a citées, mais voilà, il y a un gros péché de sa part qui conduit à certains défauts. Mais il faut que je reconnaisse quand même, c'est un épisode que je mets en dessous de The Damn Thing, qui pour le coup lui est nettement supérieur, c'est indéniable. Voilà, donc c'est un film qui pour moi est sur le dessus du panier de la saison 2, mais qui sera pas dans le top à la fin pour moi. Ouais, malheureusement, Talal, on t'a détruit un peu Joe Dante. On va essayer de trouver un réal sur Fear Itself où tu en sortiras grandi, mais tu recommandes pas cet épisode et tu l'as dit, hein, de toute façon, c'est la pire chose que tu as vue de Joe Dante. Oui. Ouais, fascinant. Ça fait chier de dire ça. Hein. C'est vraiment une phrase que j'apprécie pas dire, mais ouais, non, je suis désolé les gars. C'était difficile à défendre, quoi. Vraiment, pour le coup, autant. Et puis je suis bon public, hein. Généralement, tu vois, on pourrait faire. J'aurais peut-être plus de choses à dire sur Aeon Flux de Karine Kusama que sur cet épisode de Master of Horror. Voilà, c'est voilà.
Eh ben, tu viendras pour notre double feature Aeon Flux Ultraviolet. Allez, c'est parti. Oui, moi j'ajoute Tangirl dans la sauce, les amis. Mais en tout cas, c'était quand même un plaisir de te recevoir, Talal. Quelle est ton actualité du moment? Donc Ashura toujours disponible sur le Chat qui fume. Si vous voulez, non, vous avez intérêt à l'acheter et à regarder tous les bonus et à écouter Talal parler de ce film. Où peut-on te retrouver? Écoute, peut-être pas mal de choses qui vont arriver en même temps. Déjà un second jeu vidéo, donc parce que je travaille aussi dans le jeu vidéo. Je fais de la mise en scène, donc je travaille pour un studio qui s'appelle Dontnod, qui est habitué à faire des jeux vidéo narratifs. Voilà, j'avais fait déjà un premier jeu pour eux qui s'appelait Tell Me Why, qui était édité par Microsoft Studio à l'époque. Et donc là, un deuxième jeu qui est pas encore annoncé, donc bientôt, on pourra en parler. À côté de ça, mon troisième long métrage, qui si tout va bien, voilà, devrait être tourné l'an prochain, qui, sans trop en dire, est un film psychologique horrifique, plus proche de Mirage que d'Ashura. C'est un film sur lequel je travaille depuis peut-être maintenant 4-5 ans, voire plus, et qui enfin commence à aboutir. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça. Et après voilà, il y a un projet de série qui est en cours, qui est très ambitieux, donc ça peut prendre du temps et d'autres choses. Voilà, ça c'est pour l'actualité proche en tout cas. Bah moi en tous les cas j'espère bien que ce film on pourra le voir très rapidement, c'est très intéressant, franchement je suis hypé là, donc merci pour tous ces beaux projets que tu nous annonces parce que ça donne envie vraiment. Enfin voilà, en tout cas je trouve ça très cool. Voilà, tu vois, c'est chaque film, c'est un petit miracle, voilà. C'est peu importe la vie qu'il a, et je parle pour moi aussi, ce que je disais tout à l'heure sur la frustration que mon film n'ait pas atteint les objectifs que je lui avais fixés. Je l'ai quand même terminé, et c'est tellement difficile de faire ce métier-là. Et bon, c'est pas pour décourager les gens qui nous écoutent et peut-être qui veulent faire ce métier, mais factuellement, si on n'a pas baigné dedans, là, il faut se donner les moyens vraiment pour y arriver et pas lâcher, parce que finalement personne ne nous attend. C'est vraiment la persévérance qui fait la différence. Donc je le vois souvent, c'est moi qui travaille en plus dans une entreprise de jeux vidéo, ça reste quand même une entreprise. On a tendance à réagir à des choses très factuelles en fait, même si on parle d'un domaine créatif qui est le jeu vidéo. Et je m'en suis aperçu vraiment en travaillant dans l'entreprise, c'est de me dire que c'est un truc de toute pièce qui sort de ta tête, qui répond pas forcément à des critères très précis de marché, même si c'est pas un gros mot de répondre avec des critères de marché, bien au contraire. C'est pas évident. Donc un court, un moyen, un long, ou peu importe la forme de création, le fait de le faire exister, de le partager, putain, ça fait du bien, quoi. Et ça donne tout le sens à l'énergie qu'on y met, voilà, avec nos multiples vies et nos envies de créer, quoi. Est-ce que, pour parler miracle, très rapidement, parce on est pressé par le temps, Jérôme, une recommandation cette semaine écoute, de cinéma de genre? Tu l'as cité tout à l'heure, Pontypool, le film canadien de Bruce McDonald, avec une émission de radio dans laquelle il y a un climat anxiogène, on sait que quelque chose se propage dans le monde, par la parole, par la bouche, par la voix, des mots qui font dérailler les gens, donc un film que j'ai déjà défendu dans le podcast Podsac, un film que j'adore, porté par un acteur absolument génial, Stephen McHattie. Donc voilà, donc c'est un film vraiment super, je vous conseille, cher auditeur, Pontypool de Bruce McDonald. Moi de mon côté, recommandation de la semaine complètement random, mais vu que The Hitcher 4K est en train de ressortir un peu partout et qui est un chef-d'œuvre absolu, merci Second Sight, etc., Highwaymen, avec Jim Caviezel du même réalisateur. Et Ron Amitra. Très bonne série B, j'ai surkiffé la revoir, 1h15. Parfait, très bon, ça aurait été un très bon épisode des Maîtres de l'horreur. Est-ce que Talal, très rapidement, une recommandation comme ça qui te vient en tête en parlant de Joe Dante et cinéma d'horreur? Une excellente surprise, mais vraiment un truc que j'ai loupé en salle. On a eu 2 films, on va dire, de non au cinéma cette année. Le premier, il m'a déjà échappé tellement il m'a pas marqué. Immaculé, voilà. Et le second, que j'avais raté. Donc celui-là, je vais aller le voir en salle. Le premier, le second, que j'ai pas vu en salle, mais que j'ai rattrapé en Blu-ray, c'est La Malédiction de l'Origine. Exactement. Un film recommandé par Jérôme. Excellent. Recommandé par Jérôme il y a quelques semaines. Stevenson, ouais. Très très bon. Voilà. Et ça, c'était une putain de baffe. C'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je m'attendais à un film de studio, un énième film de studio, qui va exploiter une licence de fond de tiroir. Et c'est brillant. C'est vraiment brillant. C'est super bien réalisé. C'est une cinéaste qu'on va retrouver, c'est sûr.
Moi, c'est peut-être une des plus belles découvertes de cette année. Et pourtant, vraiment là où je l'attendais pas, quoi. Eh bien, franchement, merci infiniment pour tout cela, Talal. Merci Talal d'être venu. L'invitation est lancée pour Merci à Fate's vous. Help. On te retrouvera, je l'espère, sur un épisode un peu plus clément avec toi. La semaine prochaine, René Manzor et Mick Garris. On aborde son nouvel épisode. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci à tous.